Même le plus fort des hommes a besoin d'amis. Mais c'est quoi être ami? Mais c'est pas vrai, ça fait 75 fois que je vous le dis. Les amis, c'est comme les lunettes. Ça donne l'air intelligent, mais ça se raye facilement. Mais à quoi ça sert, les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment? À moins que tu veuilles me parler de toi. De qui tu es. Là, ça m'intéresse. Et bonjour et bonsoir à tous et à toutes, c'est Tanguy Joubert et bienvenue dans un nouvel épisode de Découvre un pote, le numéro 11. Comment ça va? Je vais présenter mon invité. Non, je vais présenter mon fidèle co-animateur d'abord, Simon Gasquet. Comment vas-tu? Bonjour tout le monde, ça va bien. Et toi Tanguy, parce que c'est surtout toi, parce Oui, qu'il revient vrai. de 2 jours de rando là. Oui, c'est ça. Je suis fatigué, donc en plus on est le soir, donc c'est propice à de nombreux fous rires, peut-être, sûrement. Peut-être pas, si l'invité est pas très drôle. Mais... Ouais, c'est vrai. Mais le problème, c'est que notre invité est extrêmement drôle, en tout cas me fait rire beaucoup. Il s'agit de Touki Blanchot. Bonjour, Touki Blanchose. Blanchose. Comment vas-tu? Ça va très bien. Est-ce que tu es content d'être là? Ouais, très content. Ça fait très plaisir. Je suis déjà le podcast. Et oui, tu es un fidèle auditeur dès le début. Exactement. Et du coup, ça va être sympa de se prêter à cet exercice. Vous avez même conseillé sur le matos à acheter pour le... Je me souviens plus. C'était toi, Simon, Oui. à qui il a parlé. Exactement. Mais c'est grâce à lui qu'on a un super matos. Super micro et super table de mixage. On pose à chaque invité la question fatidique, et c'est toujours la même réponse. Quand nous sommes-nous connus? Touki. Alors, quand nous sommes-nous connus? Et non, ça va pas être exactement la même réponse, contrairement à ce que vous pensez. Ouh. Je vais commencer par Tanguy. Je connais Tanguy depuis le lycée. C'est Depuis exactement. la seconde, où nous étions, à un moment donné, collègues de maths. Exactement, ils étaient dans la Voilà. même classe. Exactement. Et Simon, alors je le connais personnellement depuis le lycée, depuis la seconde. Cependant, j'ai croisé Simon pour la première fois en 3e lors de... On était dans la même école de musique et donc on était dans l'orchestre de guitare électrique. Donc c'est la première fois que j'ai vu Simon en 3e, ouais. Ouais, c'est ça, c'était le stage de samedi, 4 samedis dans l'année là. Toute Exactement. la journée. Du coup, vous avez fait tous les deux de la guitare électrique. Ouais. C'était le but de Exactement. l'orchestre, c'était que des... parce que, du coup, en général, l'orchestre, c'est interdit, il n'y a pas de guitare dans l'orchestre. Mais là, du coup, les fans d'orchestre, il n'y a que des guitares électriques. Et on devait être, Et ça rendait bien. on devait être 15. Ouais, franchement, ça allait. Ouais, Ouais. c'était sympa. En plus, ça allait tous les niveaux, quoi. T'avais les débutants jusqu'aux gens plus expérimentés. Non, c'était sympa. Voilà. Eh ben écoute, Touki, traditionnelle question également. Présentes-tu, d'où viens-tu, qui es-tu et raconte ton parcours. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, ça commence. Alors je vais me présenter. Vas-y, présente-toi, comme tu veux. Présente-tu. Alors, je m'appelle Touki Blanchose. Je suis originaire donc de Bénaud, où j'ai rencontré au lycée Simon et Tanguy. Que dire sur moi? Je suis actuellement architecte depuis 2 ans. J'ai fait mes études à Lyon, et dont un Erasmus à Stuttgart, en Allemagne. Et à côté de mes études, je fais beaucoup de musique. Donc j'ai un projet de musique à côté de mes études, sous le nom de Wood in the Heart. Quel Depuis, excellent accent anglais. merci beaucoup. Que j'ai commencé donc depuis 2019-2020 à peu près. Voilà. D'accord. Et avant ça, t'avais du coup été dans un groupe de musique? T'avais fait de la musique avant? Exactement. J'allais y venir. J'ai eu donc effectivement un groupe de pop rock de musique qui s'appelait Heptagons, qui a duré de la première, donc depuis le lycée, jusqu'à la fin de la licence, donc 5-6 ans de musique. Et le guitariste de ce groupe-là n'est autre que l'un de tes Animateur. animateurs. J'en ai pas beaucoup, donc je me demande qui ça peut être. Simon qui est ici Gasquet. présent, exactement. C'est vrai. Et c'était chez Touki à qui on allait faire des répétitions hebdomadaires, Parce que t'avais un 1h30 garage. tous les dimanches soirs. T'avais un garage? Et ben en fait, déjà je vais revenir juste sur ce que Simon a dit, Oui, vas-y, parce que vas-y. c'est en partie vrai. En fait, c'était 1h30 tous les dimanches soirs à partir des études supérieures, parce que c'était le plus simple. Mais quand on était au lycée, c'était le vendredi soir, parce qu'on terminait tous. Ah oui, c'est vrai. On terminait tous, ça terminait notre semaine de lycée, exactement.
Et donc, ouais, c'était chez moi. J'ai eu la chance que mes parents aient une salle de musique à la maison, dans laquelle on avait donc traditionnellement, souvent c'est chez le batteur que se fait la répétition parce que c'est un peu l'instrument le plus compliqué à. Ouais, parce que du coup, tu étais le batteur. Exactement, j'étais le batteur dans ce groupe-là, effectivement. Et donc, oui, c'était chez nous, chez mes parents, qu'on répétait. Parce que du coup, tes parents avaient une salle de musique, du coup, ils faisaient de la musique aussi, eux? Alors, non, pas du tout. Mes parents sont pas du tout des musiciens. Et c'est un petit peu l'envie qu'ont eu mes parents aussi de pouvoir nous proposer une formation musicale, exactement. Et donc, du coup, on s'est un peu prêté au jeu avec ma sœur. Il y a eu des hauts et des bas, hein, des moments où j'ai eu envie d'arrêter la musique, des moments où on a adoré la musique. Et donc, à ce moment-là, c'est arrivé un peu le moment, fin de collège, début lycée, où je commençais à avoir un niveau assez intéressant en batterie pour pouvoir accompagner des groupes. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là, en fait, qu'est venue la question de proposer une salle de musique à ma sœur et à moi pour pouvoir accueillir des groupes de musique, finalement. Voilà. Et du coup, il y avait un piano, c'était quoi, un demi-queue dans le... Ouais, il y avait effectivement un quart de queue et puis après tes amplis, du coup, c'est vrai que c'est pas mal de trucs. Bah, c'est ça. En fait, mes parents ont effectivement équipé la salle avec d'une sono et d'un piano, parce que ma sœur fait du piano, est très bonne pianiste d'ailleurs. Si j'ose dire, je pense l'une des meilleures pianistes du monde de nos âges que je connaisse, en tout cas. Okay. Ah, ouais. Ok, carrément. Ouais. Voilà. Il y a pression. Et puis c'est pas comme si tu connaissais personne non plus. Je connais. Voilà. Oui, c'est ça. Tu connais du monde en piano. Pianiste. Je connais une seule personne, c'est la meilleure. Voilà. Et qui a d'ailleurs passé sa fin de 3e cycle, je sais plus, il y a 2 ans, et qui a très très performé, qui a tiré la petite larmiche au prof de piano de l'école de l'Académie de musique. Donc, carrément, là. Il y a du niveau là. Bon, on l'invitera pour un prochain épisode pour parler piano. Parce que c'était Anne-Marie Non, Annabelle. Annabelle. Ouais. Excusez-moi, je ne connais pas les sœurs de Tuki. J'en ai qu'une seule. Ah, ça c'est les noms des profs de piano. Ah, c'est le nom des profs de piano, d'accord. Très bien. Et du coup, maintenant ton projet actuel, Hood in the Heart. Je sais pas si je l'ai dit aussi bien. Mais... Le bois dans le cœur pour Exactement. les non-anglophones. Alors en fait... c'est quoi déjà musical, le style un peu? Alors musicalement, c'est toujours un petit peu la question. Je pense avant de parler de mon style, il faut savoir quel est le groupe qui m'inspire le plus dans la musique en général. C'est 21 Pilots, un groupe qui a aussi du mal à se définir tout simplement parce que c'est un groupe qui est très libre dans leur palette musicale et où le sens de ce qu'ils racontent dans leur musique est un peu la ligne directrice finalement de leur projet plus que le style musical. Après, on va retrouver forcément dans l'univers sonore des choses qui se répondent. Et donc, du coup, c'est un petit peu de cette manière-là aussi où j'ai abordé mon projet musical, où j'avais forcément envie de m'en cantonner à une seule musique, me mettre une étiquette sur ce projet-là, et où c'est plus dans les thématiques que je viens mettre le ciment de ce projet-là. Et donc, du coup, si on parle de styles musicaux, on va parler de styles musicaux parce qu'il y en a plusieurs. Je suis très inspiré dans ce projet-là, globalement très électro-rock, très électro-pop. Donc, de manière plutôt alternative, on va dire, dans le sens où je vais puiser dans des genres et dans des références qui sont parfois un peu contradictoires. Et c'est aussi plutôt expérimental selon les musiques, quoi. Voilà. Et la base instrumentale, du coup, c'est plutôt électronique? Ouais, donc du coup, donc on va refaire un petit flashback dans le passé. À l'Académie de musique où on s'est rencontré avec Simon, il proposait à un moment donné avec un prof qui s'appelait René, on ne va pas citer son nom de famille, mais René, qui était également le prof de guitare électrique. Et il proposait dans cette académie-là, à un moment donné, un cycle projet, et non plus académique,
qui permettait d'arrêter le solfège, en tout cas d'arrêter le solfège de manière académique et remplacer la partie solfège par de la MAO, donc musique assistée par ordinateur. Et j'ai fait ça pendant 1 an, je crois, avant de totalement arrêter le solfège. Et donc voilà, c'est un peu là où j'ai mis les pieds dans ce vaste monde qui est la musique assistée par ordinateur. Et pour être très honnête, j'étais très mauvais à l'époque. Très très mauvais. Il faut bien commencer quelque part. Hein. En fait, l'idée c'est que j'étais à ce cours-là avec un ami qui s'appelle Zadig, qui est un très très bon pote de primaire. Et on rigolait beaucoup pendant ces cours-là. Et donc, ouais, en fait, j'ai pas appris grand-chose pendant ce moment-là. Ouais, tu t'es passé l'année à te marrer et puis voilà, quoi. Mais ça m'a permis, en fait, d'avoir une petite base, on va dire, une petite base sur comment gérer les logiciels d'assistance à la musique, quoi. Et en fait, c'est au moment où, dans la dernière année d'Heptagons, où j'avais envie, à côté de d'Heptagons, qui était un projet très très cool, que j'ai adoré pendant ces 5 ans. Qui n'était pas du tout électronique, là, pour le coup. Et qui était, pour le coup, pas du tout électronique, où j'ai eu envie d'explorer à côté certaines sonorités et de développer un petit peu aussi ce qui me faisait vibrer, moi, en tant que personne, et pas uniquement en tant que groupe. Et c'est un petit peu à ce moment-là où j'ai commencé à rediguer un petit peu tout ce que j'avais appris, le peu que j'avais appris finalement, pendant ces cours de MAO. Et puis voilà, à force de tâtonner, etc. Parce que je suis pas du tout quelqu'un qui aime regarder des tutos. J'ai pas du tout la patience pour. C'est ce que je fais quand je monte le... Alors, tuto, comment bien mixer sur son podcast. Et en général, donc je regarde les tutos seulement si je trouve vraiment pas la réponse. D'accord. Ou alors si c'est quelque chose où je n'ai aucune connaissance, vraiment aucune connaissance. Et donc du coup, ouais, c'est un peu en tâtonnant en fait. Et c'est aussi un petit peu ça, je pense, qui fait la sonorité de mon projet aussi un petit peu alternative, parce qu'elle n'est pas forcément dans les rails de ce qui se fait professionnellement. Ouais, tu cherches un peu et tu fais t'es autodidacte, du coup, forcément. Ouais, voilà, exactement. C'est aussi ça qui fait que le projet a une sonorité un peu particulière, parce que il n'est pas forcément fait dans les règles de l'art, de ce qui se fait dans l'industrie, on va dire. Voilà. Et puis aussi, l'idée, c'est que j'ai différentes compétences d'instruments, parce qu'effectivement, on a parlé de la batterie tout à l'heure, on a parlé de la guitare avec Simon, et j'ai aussi, en autodidacte, appris d'autres instruments à côté, notamment le piano, la basse maintenant, le ukulélé, et là, récemment, je commence l'harmonica. Et du coup, tu prends des cours ou parce que du coup, ça peut être dur si tu regardes pas de tuto, tu vois, de commencer tout seul par soi-même. Comment tu fais du coup? Alors en fait, pareil, tout petit tuto de tout débutant au début pour juste savoir, parce que par exemple. Quelles sont les notes? En fait, le ukulélé, j'ai même pas regardé de tuto, j'ai juste regardé les grilles, d'accord, et un mini tuto pour savoir quelle est la façon de jouer du ukulélé, parce que c'est assez similaire à la guitare, en termes de comment tu places tes doigts sur... Oui, tu avais le background de guitare déjà. Exactement, même si ce ne sont pas les mêmes accords, mais en termes de doigté, c'est la même chose. Et par contre, la main droite était différente, donc effectivement, savoir comment jouer la main droite. Et la basse, pour le coup, c'est vraiment, on va dire, la même chose que la guitare en termes de main gauche. La différence, elle vient de la main droite, pareil, où c'est une autre façon de pincer les cordes, exactement. Donc voilà, et puis le piano, c'est juste en pianotant. Oh là là, c'est une symphonie de Bach. Oh là là, comme ça, je pianote. Non, pas du tout. Non, j'ai un niveau d'autodidacte en piano, donc j'ai jamais regardé de tuto. J'ai juste un peu à l'oreille appris différentes choses, et puis. Ce qui m'intéresse vraiment dans la musique aussi, je pense, c'est composer. En fait, c'est ce qui me permet en fait de créer quelque chose de nouveau. Du coup, c'est parce que tu as fait du solfège, et du coup, tu as ce niveau suffisant pour savoir quels accords rentrent bien avec quelle mélodie ou... Justement, alors le solfège, j'ai été très fâché avec le solfège pendant longtemps, et d'ailleurs pendant toujours, tout le moment où j'ai fait du solfège. Parce qu'en fait, j'ai commencé par la batterie, qui est un instrument purement rythmique, et donc tout ce qui était gamme, et tout ce qui était notes, etc., ça me paraissait hyper abstrait. Hyper abstrait, exactement. C'est exactement le mot. Faut que j'arrête de répondre à la place des autres.
Et en fait, c'est au moment où j'ai commencé la guitare, qui correspond aussi au moment où j'ai arrêté le solfège, où j'ai commencé à comprendre ce que c'était que des notes et des accords. Parce que du coup, le solfège que tu faisais, c'était uniquement du solfège rythmique du Non, coup, pas pour du la tout. batterie. Mais c'est juste que, bon, il y a de la théorie musicale qui me parlait pas du tout. Et tu faisais, oui, parce que tu faisais la batterie, donc tu n'avais pas cette pas application l'application, sur la guitare ou le piano, quoi. Ok. Exactement. Bon, du coup, il me mettait au marimba, mais moi, pareil, marimba, c'était de la rythmique, mais effectivement, les notes, bon, j'ai appris forcément par la force des choses, certaines choses au solfège, mais disons que c'est pas des choses que j'appliquais directement. D'accord. Et donc, c'est un peu à la guitare où j'ai commencé à apprendre à quoi servait le solfège, entre guillemets, véritablement. Et puis, en fait, c'est vachement après c'est à l'oreille. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait à l'oreille et que je fais encore à l'oreille dans ma manière de fonctionner en musique. Parce que du coup, tu testes des choses et tu vois comment ça rend à l'oreille, c'est ça? Ok. Il y a beaucoup de choses. Après, il y a aussi des choses au fur et à mesure, à force de les jouer et à force de tester, que tu sais qu'elles sonnent d'une certaine manière. Bon, j'ai quand même un peu de base de quel accord majeur et mineur fonctionnent bien ensemble et quelle suite d'accords fonctionnent bien ensemble. Mais après, et ça, c'est quelque chose pour le coup que je regrette peut-être un peu, c'est de ne pas avoir assez poussé la théorie musicale pour ensuite savoir ce qui rend la musique plus riche en termes d'accords. Et notamment, bon, je vois par exemple dans les musiques jazz, blues et R&B, où tu vas chercher des septièmes, des cinquièmes, etc., enfin des quintes plutôt. Voilà. Oh là là, les fans de théorie musicale sont ravis dans notre podcast. Et donc, du coup, ça, c'est des choses que je maîtrise pas du tout assez pour le moment. D'accord. Mais que je pallie un petit peu avec les logiciels. Parce qu'il y a certains logiciels qui te permettent justement de te créer une quinte ou une septième à partir de ta fondamentale. Mais bon, c'est pas des choses que je connais assez profondément. Ok. Voilà. C'est cool. Du coup, tu as ce côté tout apprentissage qui est par toi-même et c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas ça. Alors, je dis pas que c'est pas pour autant qu'ils vont devenir de mauvais musiciens, mais même dans le manière générale, tu vois, le fait de tout apprendre par toi-même, t'as ce côté de... Bah, tu retiens plus les choses parce que tu les as vraiment découvertes par toi-même. Et c'est pas quelqu'un qui t'a dit fais ça, fais une quinte et c'est bon, si tu fais cette quinte, ta musique sera belle, quoi. Bah, en fait, moi, je pense que c'est... Enfin, rétrospectivement parlant, je pense que c'est pas une bonne chose. Ok. En fait, bon, du coup, j'ai dit de la merde alors. Je pense que c'est pas une bonne chose parce que, en fait, je pense que quand j'étais petit, j'avais pas encore en fait, la maturité nécessaire pour me dire ça va me servir plus tard. Et maintenant que j'en ai besoin, je me dis que j'aimerais bien. En fait, c'est pas tant ça, c'est la question de. Ça fait vachement gagner de temps en fait. Plutôt que de tâtonner, si tu sais qu'est-ce qui fonctionne bien. À quel endroit tu composes en fait. Plus vite, tu te poses pas de questions, il y a tout un travail qui va plus vite. Je pense effectivement que... Et puis ça permet aussi de faire moins simple, parce que en fait, on en parlait beaucoup. Alors, mon colocataire, donc j'habite à Paris maintenant, et donc mon colocataire est un ami du lycée, le frère d'une très bonne amie du lycée, et donc, il est batteur, et on a eu l'occasion de jouer plusieurs fois ensemble, et aussi de parler de musique ensemble. Et donc, ce qu'on disait, effectivement, c'est que on va dire la base, la grande base musicale actuelle, que ce soit la pop, ou le pop rock, ou le rap actuel, il y a beaucoup... La musique est extrêmement pauvre, en fait. C'est très, 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 très simple, en fait. Ok. En termes de rythmique? En termes de rythmique et en termes d'accords. Il y a beaucoup d'accords et d'écarts d'accords qui reviennent. En fait, parce que même si ce ne sera pas forcément dans la même gamme, c'est des écarts d'accords qui sont les mêmes. D'accord. Et en fait, donc moi, l'idée, c'est que j'aimerais bien aussi pouvoir... Passer ce step-là. Où je fais pas seulement de la musique qui marche et qui est simple, mais aussi pouvoir trouver effectivement des suites d'accords ou des enchaînements d'accords qui sont un peu plus innovants, on va dire, et aussi des structures d'accords, des structures de morceaux plus innovants. Parce qu'en fait... tout a été fait déjà et tout est repompé, c'est ça? C'est pas une question de tout a été fait, c'est plus la question que tout ce qui est fait est globalement pratiquement fait tout le temps de la même manière. D'accord. Donc si tu prends la musique pop ou pop rock, l'enchaînement logique c'est couplet, pré-refrain, refrain,
couplet, pré-refrain, refrain, pont, refrain. Ouais. Et en fait, c'est quelque chose que tu peux retrouver dans on va dire, 75%, ou même plus de 75% de la chanson pop rock. Et c'est des choses qui, pour moi, méritent d'être un petit peu remises en question. Voilà. D'accord. Bah, c'est très cool d'avoir cette notion, comme tu dis, innovation dans ton projet musical, quoi. Et du coup, après, sur la niveau voix, c'est quoi si tu c'est quoi si tu chantes en anglais, du coup, et tu... Alors, j'ai commencé uniquement en anglais pour deux choses. Déjà, j'avais une énorme admiration. Donc mes chanteurs et chanteuses et groupes préférés étaient les groupes anglophones. Et donc, c'est un peu par inimitation et par admiration de ces groupes-là que j'ai commencé uniquement en anglais. Et je trouvais aussi que l'anglais sonnait beaucoup mieux à l'époque. Ça a donc changé. Et il y a une deuxième chose, c'est que quand j'ai commencé mon projet solo vraiment, donc là, en fait, la première fois où j'ai sorti un EP un peu significatif sur les plateformes de streaming, donc j'étais en Allemagne à l'époque, c'était pendant mon Erasmus en Allemagne. Et donc, les personnes que je côtoyais au quotidien étaient étrangères à la France, en tout cas. Donc, majoritairement d'Erasmus, ce qui fait que pour communiquer et pour que les personnes que je côtoyais à ce moment-là puissent comprendre un petit peu ce que je faisais, ça me paraissait beaucoup plus logique de faire ça en anglais. Et ensuite, en revenant en France, c'est là où j'ai compris, en fait, que c'est cool, en fait, si ton public te comprend. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les Français, majoritairement, sont pas à un niveau de dingue en anglais. Et encore moins dans les chansons, et en plus. Encore moins dans les chansons, effectivement. Et donc, en fait, c'est le retour de ma famille, en fait, qui m'a fait me dire que, en fait, dans mon projet, ce que j'avais pour intention, c'est de parler un peu de sujets que je n'ose pas aborder forcément dans des conversations, on va dire, du quotidien, et qui me permettait aussi un petit peu de poser des choses et de poser des choses qui me tracassent ou qui me questionnent dans la vie. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage que ces choses-là que je retransmets, que je prends, entre guillemets, le courage de mettre en musique, qu'en fait, la moitié de mon public n'écoute pas vraiment les paroles et se contente d'écouter la mélodie ou l'aspect plus sonore de la musique, quoi. Ce qui est en plus, je pense, des fois, des raisons principales quand tu écoutes une chanson que tu aimes bien. Ça joue beaucoup. Vraiment, ça dépend. Mais du coup, moi, en fait, c'est un petit peu ce truc-là où ma famille m'a dit c'est vraiment, j'aime bien ce que tu as fait, mais par contre, c'est dommage que ce soit en anglais. Pourquoi tu chantes pas en français? Je comprends pas. Allez, bon, qu'est-ce que je fais? Et donc, du coup, ouais, c'est un petit peu ce côté-là où je me suis dit, dans ce cas-là, il faut que je fasse quelque chose pour que les gens comprennent mon message, en fait. Voilà. Et donc, du coup, le deuxième projet, album, en autoproduction, encore une fois, qui est sorti donc décembre dernier. Et cette fois-ci, donc c'est un projet qui a pris plus de temps à maturité que le premier EP. Le premier EP, c'est un petit peu la fougue du débutant qui a... Et allez hop, on pose les paroles, la musique et let's go. Cet EP-là, en fait, je savais à quel moment je voulais le sortir avant même de l'avoir commencé. Ah oui, tu dis là, t'as mis ta date limite. Je me suis dit, j'ai envie de sortir un EP, j'ai envie de faire un projet un peu... Parce qu'avant, je sortais des petits sons sur YouTube, un par un. Il n'y avait pas trop de sens à ce projet-là. Et je me suis dit, ok, j'ai envie de me poser sur un EP qui aura un peu plus... EP, pour les personnes qui ne savent pas, ça veut dire Extended Play. Donc, en fait, en termes de sorties, il y a, on va dire, 3 sorties différentes. Donc, il y a le single ou le double single, donc une chanson ou 2 chansons. Ensuite, tu as l'EP, Extended Play. Donc, ça va être un peu plus long qu'un single. Donc, ça va être en moyenne entre 4 chansons et 7-8 chansons. Okay. Et ensuite, tu as l'album. En général, un album, c'est à partir de 10 chansons. Et après, tu as les mixtapes. Mixtape, en fait, pour moi, c'est... Donc, il y a deux catégories. Bon, alors là, il va peut-être y avoir unpopular opinion. Mais pour moi, mixtape, il y a 2 choses. Il y a, les petits artistes émergents qui disent mixtape parce qu'ils n'ont pas envie de mettre le mot album parce que ça fait trop officiel. D'accord. Et deuxièmement, il y a les artistes qui sont vraiment au top des charts déjà qui sortent des mixtapes parce que c'est des très longs projets en général et potentiellement des projets où il n'y a pas forcément
autant de lignes directrices que sur un album. Parce que du coup, tu as des lignes directrices sur un album, genre un album doit respecter une sorte de cohérence, c'est ça? Ça dépend vraiment des artistes, D'accord. mais d'après moi, en tout cas, c'est un petit peu l'idée d'un album, c'est qu'il y ait une ligne directrice. Elle peut venir de plusieurs choses. Ça peut venir une ligne directrice sonore, de genre, De sujets abordés. Et en l'occurrence, dans mes musiques, ce qui est important, ce qui pour moi me parle, c'est de raconter une histoire à travers mon album. Et du coup, que l'album ait un sens et qu'il ait un début et une fin. Donc que la première chanson soit le début d'une histoire et que la dernière chanson soit la fin de cette histoire-là. C'est vrai qu'il y a peu de gens, je pense, qui des fois écoutent un album vraiment genre chanson 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Et des fois, ça va être soit en aléatoire ou soit tu t'écoutes les 3, 4 chansons qui te plaisent. C'est vrai que il y a le côté, déjà un album, pourquoi les 10 chansons se réunissent en même temps, c'est qu'elles sont liées. Et que Dans des cet fois, ordre-là. Pour être dans cet ordre-là. Oui, et en plus, c'est ça, l'ordre est important. Pourquoi t'as mis la chanson 1 en première, alors que des fois, ça va pas être forcément la plus populaire. Exactement. C'est rarement le cas, en plus, en général. Mhm. Donc, c'est vrai que moi, des fois, ça m'arrive, du coup, de reprendre des albums où j'ai écouté les chansons connues et vraiment de faire dans l'ordre de 1 à 10, 11, 12, pour voir si l'approche de l'album que t'écoutes change ou pas, tu vois. Des fois, j'ai pas forcément le niveau de me dire, bon, c'est les mêmes chansons, mais dans un ordre différent que j'avais écouté. Mais des fois, ça peut être important, je pense. En fait, ce côté-là m'est venu un petit peu de mon groupe préféré, 21 Pilots, qui, pour eux, en fait, ont raconté chaque album à une histoire. Et il y a même une histoire encore plus large qui se déroule d'album en album. Ok. Ah oui, et dans lequel ils ont des personnages et un personnage qui évolue à travers les albums. Et donc c'est un peu cette chose-là qui m'a fait me dire qu'en fait la musique c'est peut-être pas juste c'est peut-être pas juste du son, c'est peut-être pas juste une chanson qui a un sens uniquement dans le contexte de la chanson, son contexte de chanson, mais peut-être que c'est des chansons aussi qui ont plusieurs sens et après là ça vient chercher sur d'autres domaines, vraiment le domaine de l'écriture d'histoire, parce que c'est des choses qui... En fait, pour moi, c'est presque comme si t'écrivais une série, tu vois. Ouais, c'est un peu le Marvel Cinematic Universe, mais de album, quoi. Dire en mode... Exactement. Chaque... Ou comme saison, en fait. Oui, ouais, une c'est série ça, ouais. Où tu aurais plusieurs saisons et chaque épisode peut se regarder sans regarder les autres épisodes, mais des fois, chaque ça peut épisode être un lien. fait sens dans la série, tu vois. C'est un peu comme ça que je le vois. Et du coup, des fois, tu vas peut-être comprendre des albums en écoutant l'album suivant, par exemple, en disant « Ah oui, d'accord, là, il fait référence à ça. » Et c'est ok, je comprends mieux sa démarche, etc. Exactement. Exactement. Et après, alors moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup explorer les domaines d'expression. En fait, je pense qu'en général, au-delà de la musique, c'est les domaines d'expression, que ce soit visuel, graphique, de danse, de chant, etc. C'est des choses qui me passionnent beaucoup. Et c'est d'ailleurs des choses que j'aimerais potentiellement avoir l'occasion de développer plus tard. Et donc du coup, effectivement, pour moi, ça se transmet aussi beaucoup dans l'univers vidéo et l'univers graphique. Et qui se passe par l'image surtout. Exactement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus, la vidéo, le cinéma, etc. Est-ce que bon, je vais peut-être te couper, mais est-ce que tu as peut-être déjà l'idée de faire des clips? Ah ben, j'ai déjà sorti des clips, effectivement. Ok. Je vois que ça s'est pas très bien renseigné sur son invité. Moi, juste l'album, c'est bon. Hein, écoute, non, c'est vrai. Des fois, je vois des sorties, mais je sais pas si c'est les. J'ai pas vu des clips. Forcément, je suis désolé. Pas de souci. Oui, donc effectivement, j'ai sorti quelques clips et qui, pour moi, donnent un peu plus d'informations aussi sur ce que j'ai envie de retransmettre dans l'album. Tu vois. C'est tout. D'accord. Et du coup, tu disais, tu avais commencé par un EP un peu parce que tu avais envie de le sortir et tout, puis de peut-être te challenger aussi à sortir un peu des musiques pour te mettre une deadline et tout. Du coup, tu as décidé de faire après un album, du coup, plutôt. Et donc là, il y aurait le français qui s'inscrirait un peu là-dedans. Ou il serait tout en français, ou ça sera un mix des deux? Il est sorti l'album. Oui, c'est l'album. Mais c'est que du français ou... Non, il y a des deux. En fait, cette question-là est arrivée. Qu'est-ce que je fais en français? Qu'est-ce que je fais en anglais? Parce qu'en fait, j'aime beaucoup l'anglais et il y a certaines chansons que j'ai envie de faire en anglais. Puis en plus, t'as un bon accent anglais quand même, faut le dire, donc ça aide aussi, tu vois. Moi, non, mais
Moi, j'ai un très mauvais accent anglais. Je me dis, je peux kiffer l'anglais, mais si mon anglais est pas fou, ça peut freiner, tu vois, ta expression. Ce qui est vraiment marrant, alors je fais un petit aparté pour les personnes qui écoutent le podcast, c'est que les 3 personnes qui sont dans ce podcast se sont rencontrées aussi en classe d'euro anglais au lycée. Et il y en a qui sont un peu plus fortes que d'autres. Je ne dirais pas lesquelles. Et donc, pour revenir à l'anglais et français, en fait, je me suis dit que les chansons qui avaient beaucoup de sens et où il y avait beaucoup de paroles importantes, je voulais les faire en français pour que vraiment les sens importants et les chansons importantes puissent être comprises par mon public majoritaire qui est français. Et ensuite, les chansons qui avaient peut-être un peu moins de débit de paroles, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a certaines chansons qui sont pratiquement rappées, voire complètement rappées. Et donc, les chansons qui avaient un peu moins de débit de paroles, et je les ai plus fait en anglais, ou alors des chansons qui étaient un peu plus légères, entre guillemets, en termes de sujet. Et niveau écriture, t'arrives aussi bien à écrire en anglais qu'en français? Ou dans les deux sens? Alors, parce qu'il y a une langue qui t'as plus d'aisance, quoi, à trouver les... En fait, je me suis rendu compte récemment, un fait un peu marrant, c'est que ça va être des bars. Non. Comme disent les jeunes, là, des bars. Non, en fait, un fait un peu marrant, c'est que je me suis rendu compte que j'avais plus de mal à écrire des pistes vocales chantées en français, mais par contre plus de facilité à écrire du rap en français. Okay. Et je pense qu'en fait, ça vient aussi de la musique que je consomme. J'ai vachement plus écouté de la musique chantée en anglais qu'en français jusqu'à récemment. Et donc forcément, en fait, ça me paraissait bizarre de chanter du français. Et donc, du coup, en fait, dans mon album, il y a très peu de musiques qui sont chantées en français. La plupart, c'est des musiques plutôt slamées, voire rappées en français. C'est vrai. Et puis, il y en a pas mal qui disent aussi que des fois, la musique, les paroles, la langue anglaise est plus chantante, ou plus dans les sonorités, des fois, elle s'inscrit un peu plus. Peut-être plus facilité aussi. Ils ont plus de voyelles, un peu, de sons. Je sais plus comment on appelle ça en anglais, j'ai fait euro-anglais, je m'en souviens plus, mais les sons, ils ont plein de voyelles. Nous, on a 4-5 voyelles, eux, ils ont plein de nuances de voyelles entre les A, les E, les O, les yeah. Et les yeah. Let's go. Je mets beaucoup de yeah dans mes chansons. Non, c'est faux. Mais oui, seulement quand je rappe. Bah non, comme il rappe en français, du coup, il peut pas dire yeah. Mais je peux quand même dire du yeah dans les... Mais en l'occurrence, c'est pas le cas. Non, par contre, en fait, je pense qu'il y a quelque chose, c'est que je me rends compte en fait que c'est plus difficile de bien faire sonner du français que de bien faire sonner de l'anglais. Okay. Et en fait, je pense qu'aussi c'est une question de facilité de m'être tourné vers l'anglais au début, parce que déjà tout le monde ne comprenait pas ce que je disais, forcément. Je pense qu'en tant que français, ouais, c'est plus facile à faire de l'anglais parce que tu vois, ça te choque pas en fait, parce que t'as pas de. Alors que le français, tu vas vite voir s'il y a une phrase qui est un peu mal tournée ou ça te choque ou pas. Et puis en fait, il y a une chose aussi, c'est que il y a beaucoup de chansons anglaises qui en fait sont très cucu, vraiment très cucu, et qui sont pas forcément hyper bien écrites, mais qui sonnent très bien parce que en termes de sonorité, ça sonne bien. Et en fait, quand on les traduit, tu te dis c'est pas dingue. Et contrairement à ça, les chansons françaises qui sont un peu cucu ou moyennement bien écrites, très vite, en fait, on les écoute plus ou alors on le notifie, en fait. Ce qui fait que je pense que c'est du coup plus facile pour nous de faire de la pop, on va dire, entre guillemets, correcte en anglais que de faire de la pop correcte en français parce que le niveau d'exigence qu'on a en français n'est pas du tout le même que celui qu'on a en anglais. Est-ce que tu sais si les Anglais, eux, sont plus exigeants sur les paroles anglaises ou... Alors ça, je ne sais pas du tout, honnêtement. Je ne sais pas si c'était le fait de ne pas comprendre les paroles, du coup, qui fait que tu les challenges pas, quoi. Tu dis, bon, elles sont comme ça. Ah, je pense aussi que dans la pop anglaise et américaine, en l'occurrence, je pense qu'il y a une chose que les Anglais... Enfin, je vais parler, ça va être purement mon avis. Non, vas-y, t'es là pour ça. Je pense que donc, dans la pop américaine, ils accordent beaucoup plus d'importance. Oh, un petit chat. Oh, le petit chat. C'est pas du tout pour mettre du retard sur mon avis qui va être un pavé dans la mare. Non, mais je pense que dans la pop américaine, il y a beaucoup plus d'importance dans les sonorités
que dans véritablement les messages qui sont donnés. D'après moi, en tout cas. Parce que pour avoir beaucoup écouté de pop américaine pendant beaucoup de temps, avant de virer vers l'électro-rock, je pense que effectivement, je regardais par exemple les cérémonies de récompense. Les Emmy Awards, les Grammys. Ah non, c'est les Grammys, oui, pour la musique. Pardon. American Music Awards. Et quand tu regardes, à l'inverse, les victoires de la musique en France, eh ben, il n'y a vraiment pas du tout la même chose et le même attrait pour les mêmes choses. Où tu vois, où la France est quand même un pays très académique et très classique, quand même, dans ce qu'il met en avant comme musique. D'accord. Alors qu'en Amérique, quand tu regardes les Grammys ou les American Music Awards, très souvent, c'est la musique. Ce qu'ils veulent, c'est le spectacle avant tout. Et donc, le spectacle passe par de la musique qui te satisfait très, très facilement. Et la musique qui satisfait, c'est la musique à laquelle tu peux te raccrocher très facilement à une rythmique, à une ligne, à des paroles qui reviennent très souvent. Ouais, du côté un peu plus commercial que qui va rentrer dans la tête ou qui va très vite, tu vas te l'approprier plus que. Après, faire de la bonne musique commerciale, c'est pas facile en fait. C'est pas si facile que ça. Ah oui, non, je dis pas. Pour avoir essayé, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas si facile que ça parce que. Je suppose qu'il y a plein de critères. Déjà, il y a beaucoup de critères et de deux, il y a beaucoup plus de produits sur le marché. Il y a beaucoup plus de personnes qui font de la musique commerciale que de la musique alternative ou underground, etc. Tant que tu ne critiques pas Ariana Grande, moi ça me va. Voilà. T'aimes beaucoup Ariana Grande ? Oui, c'est possible que j'aime bien les musiques d'Ariana Grande. Mais pour le coup... Et j'essaye même de comprendre les paroles et pas juste genre... parce que j'aime bien la voix d'Ariana Grande, j'aime bien ses sonorités, du coup, enfin les chansons, mais du coup, genre jusqu'à récemment, j'avais jamais pris part aux paroles, tu vois, j'avais jamais traduit les paroles, tu sais, genre en mode. T'avais pas pris part à la chorale d'Ariana Grande. Oui, non. J'avais pas fait ce travail de traduction, d'essayer de voir ce qu'elle transmet, etc. Et je l'ai fait depuis, et du coup, j'apprécie encore plus le. Alors pour le coup, c'est une très. J'ai le droit de donner un avis. Oui, tu peux donner seulement positif à tout de suite. Ça va être un avis positif. Alors, les sujets qu'elle aborde ne sont pas forcément toujours des sujets qui me parlent personnellement, mais je dois admettre que c'est une très très bonne artiste. Vocalement parlant, déjà, très forte. Et au-delà de ça, qui a très bonne technique et qui a des très bons producteurs. Elle a des prods incroyables, je trouve. Ouais. Du coup, les producteurs, c'est pas comme au cinéma, c'est pas ceux qui mettent juste de l'argent. En général, c'est ceux qui font nos producteurs, ceux qui mettent les fraises dans la petite barquette. Et ça fait plutôt plaisir d'avoir des fraises qui viennent de notre terroir. Non, mais du coup, les producteurs, quand tu dis producteur au niveau de la musique, pour moi, c'est pareil, mais... Producteur, il y a deux types de producteurs en fait. Parce que pour moi, quand on dit on fait des prods, c'est plus faire la musique, enfin des instrus. Ouais, voilà, les instrus, c'est ça. Exactement. Producteur de musique en général, il y a deux façons. Alors bon, je suis pas assez calé pour exactement te dire en quoi c'est vraiment différent, mais exactement. Mais il y a les producteurs, donc en termes de prod, on va dire, comme on appelle des prods actuellement, notamment dans la musique urbaine. En fait, compositeur finalement. Ok. Et ensuite, t'as les producteurs type manager qui en fait vont produire la musique et ils vont te donner l'argent qu'il faut pour produire cette musique-là, etc. Parce que du coup, moi j'entends, vu que je suis un peu plus calé dans le ciné, les producteurs c'est en gros ceux qui mettent de l'argent et qui peuvent avoir un petit peu un regard sur comment va évoluer le film et tout ça. Qui va dire bah non là j'ai envie que cette scène elle est trop longue, tu la coupes, etc. Parce que c'est eux qui amènent l'argent, donc ils peuvent un peu charcuter le travail du réalisateur qui est vraiment l'auteur, tu vois. Mais du coup à la musique il y a deux sortes de producteurs un peu. T'as ceux qui mettent l'argent entre guillemets et t'as ceux qui produisent de la musique concrètement. Exactement. Ok. Et du coup t'as dit album, tu peux dire le nom peut-être si tu veux faire un peu de pub. Allez, c'est parti. J'ai sorti un album qui s'appelle Mes Roses en décembre 2022. Le 2 décembre 2022. Oh, ça fait beaucoup de deux, ça. Le 2/12/2022. Et c'est un album qui parle d'amour. Qui parle d'amour dans tout ce que ça a de beau, de pas beau, de la fragilité qu'il peut y avoir là-dedans. Et en fait, c'est une histoire, donc c'est une histoire et non pas
une histoire que j'avais envie de raconter. C'est pas mon histoire ni ce que je considère comme la vérité dans l'amour, mais c'est une histoire qui fonctionne sous forme de cycle. Et donc la première chanson est le début de cette histoire d'amour, et la dernière chanson est entre guillemets le pivot du cycle qui pourrait réembrayer sur un nouveau cycle qui recommence avec la première chanson. Voilà. Donc, Mérose, disponible sur Spotify, YouTube. Spotify, YouTube. Ce qui met ça fort. Exactement, sur toutes les plateformes de streaming. Est-ce que tu as je suppose que non, je sais pas, un support physique? Non, je n'ai pas de support physique pour le moment. Je suppose que c'est très cher à produire, non? En fait, exactement. Ça coûte assez cher, et c'est surtout que je sais pas trop à combien d'exemplaires faudrait pas se le vendre à la réserve, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un, il dit, j'en voudrais un. Et puis au moment où il n'a, je sais pas, 20, hop, tu fais la commande et t'entends. C'est ça. En fait, c'est ce qui pourrait éventuellement se faire, mais pour le moment, non. En tout cas, pas de support. Oui, tu savais pas trop le public, entre guillemets, que tu pouvais toucher, et du coup, le faire d'abord peut-être en tout cas, un premier album en dématérialisé, tu vois à peu près, ok, je touche tant de personnes, entre guillemets, donc si je veux faire le prochain album en physique, déjà, tu sais plus à quoi t'attendre. Est-ce que tu vas en vendre 10 ou est-ce que tu vas en vendre 500, tu vois? Après, moi, la question de la vente physique, c'est quelque chose que j'associerais plus au live, parce que le live, c'est, pour le coup, les concerts, c'est quelque chose qui a eu beaucoup d'importance pour moi, qui a même presque plus d'importance que de produire de la musique en studio. Parce que pour moi, la musique est un art vivant, et donc pour moi, rien de mieux que de faire vivre cet art-là à travers les concerts. Et donc pour moi, en fait, l'idée serait potentiellement de vendre ces albums-là, si je décide de faire une version physique, au concert. Ok, un peu en mode tenez, voilà, j'ai ce que vous avez entendu, hop, j'en fais, et pour remercier un peu aussi ton public qui serait vu aller voir l'audimat. Exactement. Et du coup, tu fais souvent des concerts un peu sur Paris ou sur Ouais, j'ai fait pas mal de concerts sur Paris. J'en ai fait, je sais pas exactement, l'année dernière, j'ai dû en faire 6 peut-être. Ouais. Donc c'est souvent dans des bars. Souvent des bars, effectivement. Des bars de rire, d'ailleurs. Très drôle cette blague. je rigole. Non, ouais, effectivement, souvent dans des bars. C'est toi qui les contactes? Alors, ça dépend. Il y en a 6, donc c'est peut-être trop peu pour savoir si c'est... Et je me suis fait pas mal de potes dans la musique sur Paris. Et donc, du coup, c'est un peu via ce réseau de potes que souvent, ce qui se fait pas mal, c'est de faire des scènes partagées, où un artiste va contacter le bar, ou le bar a contacté cet artiste-là, et lui demander, en fait, de ramener d'autres artistes. C'est un petit peu le jeu de ramène plusieurs artistes pour que les publics se mélangent, et du coup, qu'il y ait plus de monde dans mon bar, et qu'ils consomment, et etc. Et de la thune. Mais du coup, c'est quand même bien pour vous, parce qu'au moins, vous... Du coup, effectivement, on a souvent... on tourne un petit peu avec ce groupe d'amis de la musique à faire différents bars où ça va être un coup l'un qui a contacté le bar et qui va être on va dire en tête d'affiche, et les autres qui vont faire les premières parties, etc. Et après, il y en a quelques-uns où j'ai contacté le bar, ou des bars où j'ai joué avec mes amis qui m'ont recontacté après pour me dire en fait, on avait bien aimé ce que tu faisais, etc. Ah, c'est cool. Ouais. Et tes amis que t'avais, tu les as plus maintenant. Non, je les ai pas. Les amis que tu as, ils ont le même style musical que toi ou pas du tout? Du coup, c'est bien, ça permet de diversifier aussi, tu vois. Mais je suis un petit peu l'anomalie, entre guillemets, dans mon groupe d'artistes, d'amis, parce que la majorité des personnes que je côtoie font de la musique relativement urbaine, que ce soit du R&B pop urbain, que ce soit du rap, que ce soit... voilà, ça tourne globalement autour de ça. Et du coup, je suis un peu la personne qui va... En fait, je suis la personne déjà qui fait le plus d'instruments. D'accord. Donc, du coup, qui va aussi jouer des instruments en live et amener ce côté un peu plus électro-rock live dans mes concerts. Parce que du coup, tu joues comment un morceau un peu où il n'y a pas une bonne partie électronique? Tu lances du coup tu sélectionnes quelques pistes que tu pourrais faire en live avec des instruments, que tu pourrais un peu remplacer la partie électronique, et le reste, tu le lances sur une table de mixage. Exactement, c'est que... en général, on va envoyer nos backtracks, donc nos instrus en fait, au bar qui va ou à l'ingé son
de la soirée qui va les lancer pendant qu'on joue. Et donc moi, pour ma part, je vais enlever en fait la partie que je souhaite jouer en live, donc que ce soit la guitare, que ce soit la basse, que ce soit le ukulélé. Je vais les enlever donc de mon backtrack de base, et je vais parfois aussi moduler certaines choses entre le live et la version enregistrée, parce qu'en fait pour moi aussi l'intérêt du live, c'est de proposer quelque chose que les gens ne peuvent voir qu'en live. Donc du coup rajouter certaines pistes, en enlever certaines, ou modifier un petit peu la structure d'une chanson en live, quoi. C'est vrai que quand vous avez Heptagone, c'est le truc que tu disais souvent, quand on a le live, bon, ça on sait les jouer un peu plus scolaire, ou plus comme si c'était un disque, tu vois. Mais là, on a tel concert, faut qu'on voit comment on fait une intro différente, comment on fait un passage différent, ou comment on change la gestion est la façon de jouer. ouais. Non, mais c'est puis aussi pour alors à la fois nous, ça nous change aussi un peu du truc, et puis pour les autres, ça fait c'est pas la même version qu'ils écoutent. Bah, exactement. Si des gens reviennent à chaque fois, c'est jamais une même version qu'ils écoutent, quoi. C'est ça. En fait, pour moi, sinon autant passer parce qu'en fait, autant passer le disque sur la piste et faire un petit diaporama, et puis voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que en live, c'est pratiquement sûr que je chanterai forcément de manière moins propre entre guillemets que sur les versions enregistrées, ce qui ne veut pas forcément dire que ça sera moins bien. Ça sera juste une version plus live, quoi. Et après, si je passe l'instru telle qu'elle est sur les enregistrements, ça va juste être moins intéressant. Donc oui, pour moi, l'intérêt, c'est effectivement de réfléchir à quelque chose qui puisse aussi faire participer le public. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien travailler. C'est à quel moment de mon set je vais pouvoir inclure aussi le public. Parce qu'en fait, pour moi, quand tu fais un concert, c'est pas mon concert, c'est le concert pour le public et voir le concert du public. Donc, à quel moment je vais pouvoir les faire chanter, les faire bouger, dans les mains, les faire des backflips. Non, peut-être pas. Mais vas-y, mec, vas-y. Ah, il est à l'hosto. Bon, désolé, à plus. Mais voilà, ouais, c'est un petit peu le but. C'est que je considère un petit peu le chanteur et le groupe comme le chef d'orchestre du public, en fait. Ok, je suppose qu'il y en a beaucoup peut-être qui fonctionnent comme ça, mais c'est intéressant de le rappeler. C'est vrai que le concert, ça peut être bien pour le groupe de se extérioriser, tu vois, de faire des trucs un peu moins scolaires, comme tu disais, Simon. Mais t'as aussi ce côté, t'as le public qui est là pour voir un truc, quoi. Exactement. En fait, au moins un truc différent du disque, on va dire, peut-être un truc qui... Bon, pour vous remercier d'être venu ici, je vous montre un truc un peu différent, je vous fais inclure, etc., quoi. C'est ça. C'est ça. Pour moi, c'est un petit peu le but de proposer quelque chose où le public va se dire, et aussi, ça c'est aussi quelque chose qui peut faire donc en fait, sur ce projet musical, qui est pour le moment un projet à côté de mon travail de base d'architecte, il y a aussi pour le but, potentiellement, si je peux, de pouvoir un peu développer ce projet-là de manière plus professionnelle. Et donc en fait, pour développer ça, il faut aussi un petit peu se démarquer, parce qu'en fait, tu as tellement de choix et de possibilités qui sont offerts dans l'industrie. Enfin, plutôt, il y a tellement de choix qui est offert à l'industrie en termes de musique qu'il faut se démarquer pour réussir. Et pour moi, ce qui te fait te démarquer, c'est essayer tout le temps de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire de mieux ou de nouveau par rapport, à ce que j'ai fait moi précédemment, et deuxièmement, ce que font les autres actuellement qui sont à peu près au même niveau que moi. Il y a ce côté un peu concurrentiel qui, même si peut-être il est moins présent à ton niveau parce que t'es pas encore professionnel, mais qui est quand même là dans la tête pour se dire... Moi, je pense au contraire. Ah ouais. Je pense au contraire que la concurrence est beaucoup plus... Okay. Il y a beaucoup plus de concurrence à ce niveau-là parce qu'une fois que t'es professionnel, c'est vrai que tu peux être... Parce que t'es un peu plus sur des rails, entre guillemets, et t'as un peu déjà trouvé ton public. Mais, et puis il y a moins de gens, quoi. Alors que des petits groupes, je pense, ou des gens individuels qui se produisent et tout, un peu dans des bars et tout, il doit y avoir des centaines et tout. Il y en a des milliers même. C'est vrai que j'ai fait de la musique, mais je l'ai jamais fait en groupe ou à côté, ou dans le but un peu de se développer, donc c'est vrai que j'ai pas ce côté... Et avec ce groupe qu'on a là d'amis, je sais, pour être très, très lucide, ils vont peut-être écouter le podcast. Hein. On espère. En fait, pour être très, très lucide, même si on est très potes, et on se donne des conseils aussi beaucoup les uns les autres, et c'est aussi ça qui nous permet d'évoluer, je pense qu'il y a aussi toujours ce côté-là où tu sais très bien que tu as toujours un peu envie. En tout cas, moi, je le vois un peu comme ça, et ça, je pense que ça vient aussi un petit peu de mon background, parce que j'ai fait beaucoup de sport en compétition dans le passé.
Et c'est ce côté-là où tu te dis toujours, j'ai envie d'essayer de trouver quelque chose de différent ou de plus par rapport à ce que les autres font autour de moi, même si c'est mes amis ou même si c'est ou même si c'est la famille. Moi, je pense que tu as ce côté-là qui se retrouve un peu dans le stand-up amateur aussi, où pareil, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont potes, mais tu as toujours le côté de putain, qui c'est qui va trouver la blague un peu marrante sur le. Qui va marquer le plus que les autres. Qui va marquer un peu le plus, et du coup, les gens vont plus rigoler et tout ça, et il suffit que tu aies un mec d'un autre comedy club, ou bon, il y en a plein des comedy clubs, mais que la bonne personne soit là au bon moment, au moment où tu fais la bonne blague, et ça peut te partir après, tu vois, il y a ce côté-là. On fulgure au bar de rire, mon pote. Exactement. Bah, tu trouves ça dans plein de. Enfin, je pense que même dans le sport, tu vois, plein dans une équipe, dans des équipes de jeunes et tout, et bah, à la fin, il n'y aura peut-être qu'un ou deux qui va finir pro. Comment est-ce qu'il va être sélectionné ? Sport, t'as le côté peut-être plus compétition qui est instauré directement. Tu vois, il y en a pas qui vont faire un sport amateur, et puis ils vont, ils veulent essayer de se percer, et il va y avoir le sélectionneur là, tu vois. Ouais, parce que je suis peut-être plus jeune, c'est un truc où il faut vraiment que tu sois. Enfin, si à 18 ans t'as pas percé, c'est mort, quoi, quasiment. Le sport est plus jeune, alors que tu vas pas faire du stand-up ou bon, la musique, si. Là, t'as plus de temps, quoi. C'est plus. Après, pour moi, la concurrence et la compétition, c'est pas quelque chose de malsain. En fait, ça devient malsain à partir du moment où tu le prends pour les mauvaises raisons, en fait, pour moi. Pour moi, la compétition et la concurrence, ça permet juste de tirer tout le monde vers le haut, d'après moi, en tout cas. Et ça te permet juste d'essayer d'aller chercher un peu plus loin dans tes ressources, et aussi de permettre aux autres aussi d'aller chercher un peu plus loin parce qu'ils sont moins bons que toi. Ça se booste, tous les égos se boostent. Vu que je suis bien évidemment meilleur que les autres. Et bah forcément. Non, je rigole. Non, tu es meilleur que les autres, crois-le. Bah après, ça c'est un vrai truc, c'est que la force physique d'auto-persuasion peut te booster de fou. Et booste énormément aussi. Sur cette partie musique, un petit jeu a été concocté par... Concocté par Raphaël. Vas-y, déchaîne-toi avec. Donc on remercie Raphaël qui s'est plié en 4 pour le sortir en 2 jours. Tu veux faire le présentateur ou En vrai, je peux faire le participer présentateur, honnêtement. Bah, c'est toi qui vois. Moi, j'aime bien. Tu préfères faire le présentateur ? Oui, je préfère faire le présentateur. Donc le jeu qui a été fait, c'était en mode question pour un champion. Donc avec des indices qui sont donnés au fil de l'eau. Donc dès qu'on trouve, donc moi ou Tuki, on dit. Et Tanguy, bien sûr, tu nous dis si on trouve. Et c'est sur le thème de la musique. Petite question, est-ce qu'on a un buzzer ou est-ce qu'on donne nos infos en wild comme ça? Tu frappes la tête de Tanguy. D'accord, ok. Non, tu donnes direct. Ouais, dès que t'as le... Et bah j'ai bien fait de... faire le présentateur. Ça marche. Ouais, c'est ça que j'aurais pu dire ça à Tanguy. J'ai dit à Raph, Tuki et moi, on a quand même fait de la musique pendant un moment. Je peux dire qu'on a plutôt un bon niveau, culture et tout. Donc, ça se trouve, ça va être trop dur pour moi. Je me suis mis la barre. Je pense que c'est faisable. Pour moi, j'aurais eu plus de mal. Mais bon. Mais c'est bien, comme ça, Tuki va nous éclater. Pas sûr. Je doute jamais de toi. Top, je suis un groupe de pop-rock norvégien né au début des années 80 et dissous en 2010. Ah bah. C'est suédois, bah. Ah. The Swedish House Mafia. Non. Attends, t'as dit un truc, toi ? Non, j'ai juste dit, ah bah, c'est suédois. Oui, mais donc c'est pas... Bah. Trio composé d'un chanteur, d'un guitariste et d'un claviériste. Notre plus gros single sort en 1985. Le clip qui l'accompagne est particulièrement novateur puisqu'il mélange prise de vue réelle et animée. Il marquera les esprits. Notre nom est une locution exprimant la joie dans de nombreux pays. Je suis... Ah. Oui, exactement. Ah, donc Take On Me, là ? Oui. Ah, putain. Ah, je sais pas du tout que c'était norvégien. Le Take On Me, ouais. Oui, c'est connu que c'est un genre... Enfin, je dis pas que c'est le seul truc norvégien connu à l'international, mais quand tu penses norvégien, faut penser à. Et le clip est tout en rotoscopie, je sais plus comment ça s'appelle ça. Oui, le clip, je vois, mais... Voilà, donc un point pour le tuk-tuk. Top, je suis un guitariste, chanteur, compositeur américain né en 1926 dans le Missouri. On me surnomme Crazy Legs. Je suis considéré comme un des plus grands... Qui ? Prince ? Non, comme un des plus grands guitaristes de tous les temps. Jimi Hendrix ? Non, si bien que je possède une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Je suis un des pionniers du rock and roll et ma musique a inspiré de nombreux artistes. Hein ? Elvis Presley ? Non. Comme par exemple...
Hein? Eric Clapton? Non, pareil. Ma musique est inspirée de nombreux artistes, par exemple les Beatles. L'un de mes titres les plus connus est Johnny B. Good. Chuck Berry. Ah, purée. C'est une bonne réponse pour Monsieur Tuk Tuk à ma droite. Pardon, Tuk Tuk. C'est Tuki. Non, mais parce qu'on t'appelait... Des fois, on t'appelait le Tuk Tuk au lycée, voilà. Donc, moi, je me suis arrêté. Ça. Ok, ça sera coupé. Top, je suis un modèle de guitare. Mon créateur, Lester... Gibson? Non. Les Paul. Oui. Super. Je suis un modèle de guitare, vraiment. C'est genre, allez hop, on met tout Gibson, Les Paul, machin. D'ailleurs, on dit comment? Les Paul Les ou Paul. Les Paul? Les Paul. Parce que j'ai un... Je sais pas si tu connais le manga Beck. Ça me dit quelque chose. C'est un manga sur un groupe de musique et l'auteur a mis pas mal de références. Enfin, on sent qu'il s'y connaît, qu'il a fait un travail de recherche là-dessus. Et du coup, il y a d'ailleurs, je crois que c'est une Les Paul. Et je sais jamais si tu la prononces à la française, vu que ça fait vraiment très française ou pas. Voilà. Du coup, on prononce Les Paul. Bah, je dis pas le truc parce que c'est vraiment trop long. Et vous avez arrêté avec je suis un modèle de guitare. Top, je suis un compositeur, musicien, pianiste, critique musical, né à Paris en 1862. Mon prénom est Claude, l'un de mes faits d'armes majeurs et prélude à l'après-midi d'un faune en 1894. C'est une bonne réponse. Oh, bien joué. Je laisse derrière moi près de 227 œuvres musicales. Ma musique est souvent comparée au mouvement pictural impressionniste. Je suis cité par Morgane dans un épisode du Palma Show après avoir interprété un morceau de flûte. On sent que Raphaël a mis ses petites références. Surtout qu'il a vraiment mis ça, qui est un truc le plus dur à trouver en dernier, alors que c'est censé être le truc le plus simple. Ok, Top, je suis une chanson issue de l'album Poems, Prayers and Promises, sorti en 1971. Repris en France par Claude François sous le titre J'ai encore ma maison. Ok, c'est Country Road, Take Me Home. Exactement. Je sais même pas quelle musique c'est. Si, c'est Take Me Home, Country Roads, nanana, nanana. Ah oui. West Virginia. Ouais, j'ai plus les paroles, mais voilà. C'est ça. Exactement. Ah oui, je suis interprété dans l'épisode 12 de la saison 5 de The Office par Dwight et Andy. Genre vraiment, les petits trucs très pointus, quoi. Top, je suis un instrument de musique acoustique de la famille des idiophones, créé en Suisse en l'an 2000. Ma partie supérieure s'appelle le ding, tandis que l'inférieure s'appelle le gu. Le gu. À mon lancement, il était nécessaire de faire une lettre de motivation et de visiter l'atelier afin de pouvoir m'acheter. Je suis un volume lenticulaire, creux, composé de 2 coupelles métalliques embouties. Mon son est apaisant et peut servir de méditation. Ah, je vois ce que c'est, mais C'est un truc métallique un peu ouais. En forme de lentille comme ça. Hop, t'as une partie supérieure où tu vas glisser ta main et d'autres où des fois où tu vas tapoter. Ah oui, je vois, oui. Mais je sais pas le nom. Je suis le handpan. Ah, je l'avais handpan pas. ou hang. Ok. Tu peux arrêter de compter tout qui tu vas me battre. Ah, non, je sais pas, hein. Oula. Il y en a 9, hein, donc... Question, mes amis. Solfège. Oula. Petit indice en bas de votre écran. Je peux intervenir sur des blanches, des noires, des croches, des doubles croches, des triples croches. Sur une partition, on m'indique en inscrivant le chiffre 3 au-dessus des notes concernées. Triolet. C'est une bonne réponse à ma gauche. Ouais. Mon nom veut dire 3 à la place de 2, tout simplement car il faut jouer 3 notes au lieu de 2 dans le même temps. Je suis un triolet. Bien joué. Bien joué. Le solfège, les 15 ans de solfège qui carry à ma gauche. Ah, c'est pas le solfège, ça, c'est juste... c'est musique. Je vais la refaire parce que c'est un peu dans le même thème. Je change. Je suis une chanson. Pour nombre d'Africains, mon titre représente le cri poussé par les jeunes militaires se plaignant de la vie de caserne. Mon interprète colombienne a d'abord été moquée pour sa piètre prononciation des paroles. Ah oui. C'est une bonne réponse. J'ai été créé dans le cadre d'une grande compétition sportive. C'est vrai que colombienne, j'ai pensé à Shakira direct, ouais, mais t'as rempli trop vite. Les deux sont... Ah oui, bah oui, du coup, oui, Shakira, Waka Waka. Exact. Petite info supplémentaire, à sa sortie, elle a été accusée d'avoir plagié le groupe Golden Sounds, mais un arrangement sera trouvé qualifiant le morceau d'adaptation entre guillemets. Voilà, c'était une petite info supplémentaire pour les fans de... Merci Raphaël de cette Shakira. info. Ouais. De Shakira ou de Waka Waka. Ou de Shaquille O'Neal.
Oh, ça prononce pas. Ah, tu sais qu'on peut aller très loin si tu commences à faire ça. Hein. Genre, ne commence pas là-dessus. Hein. Dernier mot. Top, je suis un symbole graphique. Si deux L majuscules avaient décidé de s'accoupler, leur enfant me ressemblerait sûrement. Appartenant à la famille des altérations, ma fonction est d'indiquer... Ah, c'est le silence? Non. Le soupir? Non. Ma fonction est d'indiquer sur la partition qu'il convient de restituer sa hauteur naturelle à une note précédemment altérée. Ah, le... Je l'ai plus. Je suis le Bécard. Oui. Bien joué. Tu vois, ça le fait, j'ai bien suivi. C'était pas facile. En vrai, je pense que tous ceux que j'avais, Touki les avait largement avant moi. Voilà. Et bah écoute, est-ce que tu as apprécié ce petit jeu? Très bien. Bah, il a gagné. C'est un jeu très court, mais j'ai adoré gagner. Merci Bien joué, Raphaël, bien joué. on n'avait pas beaucoup de temps pour préparer le jeu. Et... Non, mais très bon. Très bon jeu. Très bon jeu. Merci Raphaël. J'ai apprécié ce moment. Ton épisode arrivera bientôt. Parce que du coup, pour finir la présentation, t'as dit que potentiellement la musique pourrait devenir professionnelle, mais donc actuellement t'es architecte. Du coup, t'as fait des études 5 ans là-dedans. C'est ça. En quelques mots, je sais pas ce que t'as à dire là-dessus, ton métier, ce que t'aimes bien, ce que t'aimes. C'est une bonne question. Pourquoi t'es allé là-dedans, par exemple Alors, pourquoi je suis allé là-dedans d'abord? Bonne question. Je suis allé là-dedans parce que je me posais la question à l'époque où, comme je vous le disais, j'ai toujours beaucoup aimé les arts d'expression, enfin les arts en général. Excuse-moi. Il y a plusieurs arts, donc tu peux accorder le en général. Et à l'époque, je voulais être designer automobile. J'avais une passion, un gros kiff avec les autos. Et j'adorais dessiner. Et avec mon groupe de potes du collège, on dessinait des prototypes de voitures. Un peu un truc de gars, oui, les voitures. Et Ouais, en fait, c'est le design, quoi. C'est exactement. Cool. Et en fait, un peu en regardant un petit peu les débouchés, tout ça, de ce métier-là, je me suis rendu compte que c'était quand même vachement compliqué de sortir, quoi, de ces études et de trouver un taf qui te convenait. Bon, en tout cas, c'est l'avis qu'on a eu un peu en discutant aussi avec mes parents à l'époque. Et du coup, donc, le fait est que j'ai toujours été assez bon élève, voire très bon élève, et donc, scolairement parlant. Et donc, du coup, ils m'ont dit, ah bah tiens, est-ce que tu irais pas voir un métier qui allie un petit peu ce côté conception et dessin et aussi des compétences un peu plus techniques, un peu plus mathématiques, etc. Et en fait, c'est comme ça qu'ils m'ont dit, ah ben tiens, l'architecture, t'en penses quoi? Je suis allé voir, j'ai fait un stage ou deux chez des architectes. Je suis allé faire les portes ouvertes bien avant la terminale. Je suis allé faire des portes ouvertes de l'école d'archi de Lyon. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai accroché sur ce métier-là, quoi. Donc c'est une idée qui est venue assez tôt, finalement. Et voilà, et je regrette pas du tout ce choix-là. Des études très passionnantes pendant 5 ans, dont une année en Allemagne qui était aussi extrêmement passionnante. Et voilà, et donc maintenant ça fait depuis 2021, si je me souviens bien, juillet 2021 que je suis diplômé. Et je suis monté tout de suite à Paris, en fait. Tout de suite à Paris, vraiment la semaine d'après mon diplôme, pour travailler en tant qu'architecte, du coup, à Paris. Et en même temps, il y avait aussi cette sorte un peu de rêve parisien en tant qu'artiste à côté par rapport à la musique. Donc, c'était pour moi le meilleur moyen d'allier les deux. Entre trouver un emploi, c'est beaucoup plus simple à Paris que dans beaucoup d'autres villes françaises. Bien qu'il y ait énormément d'emplois dans le monde de l'architecture, hein. Mais en tout cas, c'est vachement simple. Et aussi pouvoir travailler la musique à côté. Et donc, je travaille actuellement dans une société, une assez grosse société d'architecture. En tout cas, en termes de nombre de personnes, on est 45, donc c'est beaucoup pour... Donc c'est quasiment que des architectes? Il y a moitié architecte et l'autre moitié ingénieur, urbaniste, conducteur de travaux, etc. Voilà. Et économiste de la construction. Et donc, c'est plutôt très intéressant ce qu'on travaille dans cette agence-là. Et du coup, vous avez quoi? C'est quoi les clients? C'est des gens qui viennent vous voir aussi dans un projet et ils cherchent des architectes ou des gens qui s'y connaissent plus dans le... Alors, en fait, c'est très différent comme type de client. Ça a été pendant un certain temps... alors, j'ai travaillé
pendant 3 mois, quand je suis arrivé à Paris dans une agence, dans une autre agence, on était 3. Et là, du coup, on faisait pratiquement tout le temps du lien direct avec le client. Donc ça, c'était, on va dire, des personnes, entre guillemets, non sachantes et pas dans le milieu, qui voulaient qu'on leur fasse quelque chose, qu'on leur dessine un bâtiment, etc., ou rénover, etc. Et là, depuis que je suis dans cette agence-là, dans la nouvelle agence, donc depuis bientôt 2 ans, on travaille donc majoritairement donc, avec certains promoteurs immobiliers qui vont avoir envie de dessiner certains bâtiments, sachant qu'ils vont avoir un terrain, ils vont avoir envie qu'on leur dessine un bâtiment. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir faire donc, d'une part dans cette agence-là. Ensuite, il y a une partie de l'agence qui travaille sur de la réhabilitation et rénovation. Donc, ça, c'est plutôt très intéressant. C'est majoritairement des programmes publics. Donc, ça va être des écoles, des gymnases, etc., qui vont être réhabilités, rénovés, soit de nouveau en école et gymnase, ou alors dans d'autres usages. Et ensuite, donc on a une partie urbanisme, donc ça, c'est du travail directement avec les villes. Et une partie concours, donc concours public, réponse à concours public, dans laquelle je travaille, et dans laquelle on va plutôt répondre donc à des collectivités locales qui vont vouloir construire différents bâtiments. Donc ça peut être une halle de marché, ça peut être une école publique, un gymnase. Là, en ce moment, on travaille sur un gros concours de réhabilitation et rénovation de Centrale Supélec. Je ne sais pas si vous connaissez une école plutôt cotée à Paris. Donc, on est en train de travailler sur ce gros concours-là. Et donc, les concours, ça peut être vraiment... Pardon. Ouais, non, mais c'est ça. Les concours, du coup, c'est des appels d'offres où, du coup, il y a plusieurs cabinets d'architecture qui vont proposer leur plan. Un projet, exactement. Et eux... et du coup, la collectivité va payer chacun des... Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'a priori, tu gagnes le plus d'argent quand tu gagnes le concours, parce qu'après, tu vas être payé aussi pour les phases suivantes. Ok. Et après, normalement, il y a des indemnités, des dédommagements monétaires vis-à-vis de ceux qui ont participé, parce que c'est un certain temps horaire passé sur le concours. Oui, c'est ça, parce que sinon, c'est travailler tous gratuitement, et moi, j'en prends un et j'en paye qu'un. Globalement, les indemnités et les dédommagements de concours, ça n'équivalent pas à tout l'argent investi, au taux horaire qui a été investi dans le concours. C'est très rare. D'accord. Voilà. Et du coup, il y a un budget aussi, du coup, ils disent vous devez dessiner tel truc avec en sachant vous quand vous le dessinez avec tel matériau, machin, faut pas que ça... Ils vont nous dire en gros, dans le programme, il va y avoir en général ce dont ils ont les prérequis, donc c'est-à-dire le terrain. Par exemple, s'il va falloir faire un parking en souterrain, si ils ont des matériaux qu'ils veulent utiliser parce que il faut s'adapter au PLU. Donc le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. Et donc ça veut dire que chaque ville a un PLU différent, donc qui donne les règles de qu'est-ce qu'on a le droit de construire en termes d'esthétisme de façade dans cette ville-là, de telle manière-là, de telle manière. Et donc effectivement, ils vont nous dire on veut majoritairement utiliser ce genre de matériaux ou pas. On a cette référence-là. Qui existe déjà. On aimerait bien un bâtiment qui s'apparente à ce genre de choses. Et après, nous, bien évidemment, notre travail, c'est de leur proposer un bâtiment, un projet qui correspond à tout ça. Et donc, effectivement, il y a aussi la question du budget. Où ils nous disent, nous, on a tant d'euros à donner, à dépenser dans ce projet-là. Et c'est très rare que leur budget soit à la hauteur de ce que vaut vraiment leur bâtiment, malheureusement. Donc, c'est très rare que... C'est le budget qu'ils aimeraient, quoi. Ouais. Ou alors, dans ce cas-là, c'est au détriment de... on va remplacer ça par un matériau moins noble, où on va enlever tant de mètres carrés, etc. Du coup, à la fin, ils choisissent à la fois du coup, le budget qui est proposé par les agences et l'esthétique du bâtiment et comment il est agencé, quoi. Oui, si on fait un gros raccourci, c'est ça. Après, il y a aussi le fonctionnel, parce que c'est des projets, par exemple, on a travaillé sur plusieurs halles de marché. C'est des projets où le fonctionnel a une grosse part, parce que pour gérer tous les flux, entre les flux des déchets, des personnes qui viennent vendre dans le marché, etc. Donc, il y a aussi une question de le bâtiment fonctionne bien. Oui.
en termes autant humains que architectural, quoi. Et toi, du coup, dans l'agence, t'as une tâche particulière ou... Ouais, alors moi, ma tâche dans l'agence, c'est majoritairement... Alors, je sais pas si vous voyez une imprimante, donc il faut majoritairement que je fasse des impressions, et aussi éventuellement les cafés. Ça, c'est plutôt quelque chose dans lequel je me connais pas mal, quoi. Et il a commencé très sérieux, je fais putain une imprimante, je fais ok, ça c'est bizarre de se comparer à une imprimante, mais pourquoi pas. Puis après les cafés, je fais allez, ça y est, le tuk-tuk blagueur est de retour. Non, dans l'agence, en fait, en tant qu'architecte, bon, il y a deux types, on va dire, de personnes dans l'agence. Il y a les associés, donc des personnes qui possèdent des parts dans l'agence, et du coup qui font partie, qui sont aussi, qui ont plus de responsabilités. Et les employés qui du coup ne possèdent pas de part a priori et qui sont sous la directive des associés. Ça, c'est en termes de responsabilité et en termes d'organisation. Maintenant, après, en termes de travail pur, théoriquement, on fait globalement tous le même travail, c'est-à-dire produire des plans, proposer des idées de conception des bâtiments, que ce soit esthétique ou fonctionnel, aller en réunion avec les clients ou avec les différents membres avec qui on est mené à travailler avec. Donc ça peut être des ingénieurs, ça peut être des économistes, ça peut être des paysagistes. Donc voilà, donc ça va être essentiellement ça. Et voilà, donc majoritairement du dessin et du relationnel et la communication avec en interne et en externe. D'accord. Et t'es à la fois sur plusieurs projets en même temps ou t'es attaché à un seul projet à la fois? On est sur plusieurs projets en même temps en général parce qu'ils vont pas tous à la même vitesse. Il y a des moments où tu as des moments de flottement dans certains projets et pas dans d'autres. Et parfois tu as les mêmes moments de gros rush au même moment sur les deux projets. Donc là, ça fait pas trop plaisir. Mais bon, c'est un peu le jeu, on va dire. Et oui, donc là, par exemple, en ce moment, on est sur deux projets. Je travaille sur deux projets différents. Un permis de construire, donc c'est une rénovation d'un ancien château en complexe spa et hôtelier, et le fameux concours de Centrale Supélec dans lequel on travaille actuellement. Et sur les projets, vous êtes combien d'architectes dessus? Alors, ça dépend beaucoup. Ça dépend déjà en concours ou pas en concours, parce que déjà, ça dépend si on parle des architectes en interne ou en tout dans le groupement. En gros, ce qui se passe, c'est qu'en concours, sur des gros concours, souvent, on nous demande de répondre en groupement et non pas juste l'architecte. Donc, ça veut dire que tu vas prendre un groupement qui va être composé en général, plusieurs cabinets d'architectes, donc 2 cabinets d'architectes, et ensuite d'économistes, de bureaux structures, fluides, etc., et paysagistes, et potentiellement entreprises générales. Et tout ça va constituer, en fait, un groupement qui va répondre, qui va donner un projet. Et en fait, Comme ça, dès qu'ils acceptent le projet, et toutes les entreprises sont déjà sélectionnées, ça part et c'est lancé. Exactement. Et donc, du coup, ça arrive fréquemment qu'on travaille conjointement avec un autre cabinet d'architecture sur des concours. Maintenant, en interne, combien d'architectes travaillent en même temps? Nous, on est 3 dans ma cellule. 3, mais parmi les 25 autres personnes qui sont architectes dans l'agence. Et dans les autres, dans le cabinet conjoint dans notre groupement, ils doivent être 4-5 à peu près. Et les projets, ils sont affectés à la cellule, pas à toi, ça? Ils sont affectés à la cellule, donc effectivement... Donc vous 3, vous travaillez à la fois sur les 2 mêmes projets? Exactement. Okay. Exactement. Et ça te plaît bien, du coup, comme... Alors c'est un métier très intéressant. Maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais éventuellement plus voir, qui aussi m'attirait beaucoup à l'époque, avant d'être professionnel dans le métier, que j'ai pas encore trop eu l'occasion d'aborder, c'est le fait de se déplacer en chantier et de voir aussi ton projet émerger. Quelque chose de très satisfaisant aussi en tant qu'architecte de travailler pour qu'ensuite le projet voit le jour. Et c'est quelque chose que j'ai pas encore trop eu le temps depuis que je suis professionnel, enfin pas trop eu l'occasion en fait de voir. Et donc c'est effectivement quelque chose que j'aimerais voir, j'aimerais bien avoir l'occasion de voir dans le futur, quoi. Partie des thèmes. Tu vas prendre le bol dans lequel auront des petits papiers qui sont des petits thèmes. Tu vas mélanger un petit peu, piocher un thème, le dire à voix haute, dans le micro.
Mélange bien, ouais. Simon va t'expliquer en quoi consiste le thème. C'est parti. C'est parti. Un thème qui a déjà été abordé. Comme tous, je crois. Mais Il s'appelle voyage. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. alors, si tu devais voyager dans un endroit là maintenant, si tu devais partir pour un petit mois ou un voyage vraiment de vacances, quoi, est-ce que tu aurais une destination de rêve? Là, tout de suite, honnêtement, alors, j'ai eu beaucoup envie de voyager pendant mes études. Et le corona m'a vachement calmé cette envie de voyager. C'est marrant comment tu dis le coronage. En fait, tu sais, c'est le Covid-19 ou machin, le corona. Mais pas le coronavirus, non, juste le corona. La corona. Juste la bière corona. Exactement. Et ben, la corona m'a un peu donné, m'a un peu coupé cette envie de voyager. J'étais complètement bourré en fait. Non, Pourquoi en fait ça t'a coupé En fait, c'est cette idée où que j'ai passé le corona, pas en France, donc en Allemagne. Et oui. T'as passé la T'as peur d'être période trop des bloqué ou d'être. Ben, je sais pas si c'est. Je pense pas que ce soit une peur. C'est Bah, plus que je me suis rendu compte aussi de. Comment dire, la valeur que ça a d'être chez soi, entre guillemets. Genre d'être. D'être casanier, quoi. Non, pas forcément casanier, mais juste la valeur qu'a le fait d'avoir un chez soi, d'être avec ses proches, dans ton environnement, entre guillemets, naturel. Et donc, du coup, je te cache pas que tu m'aurais posé cette question-là il y a 3 ans, je t'aurais donné avec plein de destinations différentes. Mais du coup, là, je pense que quand même, si je réfléchis, il y a quand même un endroit que j'aimerais bien visiter ou revisiter. Mais pas forcément maintenant, honnêtement. Ça serait un pays nordique, sans doute Norvège ou Suède ou Finlande. Ok. Tu dis revisiter parce que t'es déjà allé? Je suis allé déjà en Norvège pendant 5 jours. D'ailleurs, gros big up à Colline qui était dans notre groupe. J'étais allé la voir en Norvège. Ouais, qui était la chanteuse du coup. Exactement. Et du coup, t'avais vraiment bien aimé. Ouais, vraiment incroyable. J'ai vu des paysages incroyables. Ça se conjugue, c'est bon, c'est validé. Ok. Et maintenant, je vais t'obliger à aller vivre dans un pays. Tu dois quitter la France, tu dois t'installer et vivre pour le restant de ta vie dans un pays. Lequel tu choisis? Bonne question. Eh ben écoute, j'en ai aucune idée. Et bah très bien, parfait. Je pense quand même. Bon, je connais pas assez pour dire, mais je pense que j'aimerais bien que ce soit un pays nordique. Encore une fois. Et je pense que ça serait au Danemark. Ok. Avec un peu plus de soleil que la Norvège, quoi, du coup. À peine plus. À peine plus, oui. Danemark. Bon, il fait peut-être pas très beau, mais je pense pas que t'as pas des nuits de. Oui, bah t'es de moins, 18 heures, quoi. t'es moins dans le cercle polaire. Ouais, c'est sûr. Ok. Exactement. Et 3e voyage, si tu devais voyager dans le temps, à quelle époque t'irais vivre? Ça peut être le futur. Non. Ah, pour de vrai? Bah, on connaît pas ce qui va. D'accord. Enfin, bon, tu peux faire des suppositions si tu veux, mais bon, c'est pas. Ok, dans le passé, si Dans tu le passé. devais venir dans le passé, vers quelle époque serais-tu? Le Moyen-Âge direct. Non, c'est pas vrai. Pour brûler les sorcières, let's go. Non. Bah déjà, au Moyen-Âge, je ne serais pas quelqu'un qui aurait beaucoup de chance dans la vie et beaucoup d'atouts pour vivre. Donc, non, ça ne serait pas le Moyen-Âge. Je pense que ça serait au XXe siècle, déjà, sûr. Et ensuite. Aux États-Unis d'Amérique. Ah bah non, toujours pas. Ça dépend. Oui, ça dépend à quelle période ça du dépend XXe à quelle siècle. période et ça dépend où. Je pense à années 60. Ok. Les années 60. Ok. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Simon? Non, et pour y vivre, enfin, du coup, t'es né un peu plus tôt. Ouais, c'est ça. Tu étais un boomer, en fait. C'est ça, exactement. J'aimerais être un boomer. Tu vas à Woodstock? C'est. Ouais, c'est. Non, c'est trop cher. J'ai regardé les trajets de train, c'est compliqué, là. J'aurais bien aimé, hein, mais je peux plus poser les RTT, tant pis. Désolé. Mais ouais, non, les années 60, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le monde. Tu veux dire les 60s? Exactement. C'est exactement ce que je voulais dire, Tanguy. Mais en français, en fait. Le mot a un sens, une traduction. Donc du coup, ouais, ça serait, je pensais, les années 60. Ok. C'est bien.
Emilie avait répondu les années 70, je crois, Ouais. aux États-Unis, il me semble. Ouais, elle, c'était les années disco qui est. Ouais. Ouais. Ouais, ce serait plus le début du rock'n'roll et des années hippies. Et du punk aussi en Grande-Bretagne. Ok. Je savais pas du tout que le punk était né en Grande-Bretagne. Oui. Et encore moins dans les années 60. Les Sex Pistols. Ah, oui, Sex oui, c'est vrai. Pistols, God Save the Queen. Quand même très britannique de faire ce genre de chanson. Oui. God Save the Queen, oui. Mais elle n'est plus parmi nous. Elle est parmi God maintenant. Bah oui, il l'a sauvée. Bien vu ça. On peut continuer très longtemps comme ça. Et t'avais dit que, non, je rebondis encore sur ta présentation, t'avais dit que t'avais fait pas mal de sports compétitifs quand t'étais plus jeune. Donc c'était, moi j'ai en tête le BMX, il y en a un autre de sport ou c'était essentiellement celui-là? Ouais, j'ai fait aussi de la bachata en compétition avec ma famille. C'était très sympa. On allait en compétition pendant les week-ends faire de la bachata, quoi. Non, c'est faux. Très très faux. J'étais en mode. Alors ils rigolent tous les deux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ouais, je vais juste pas exploser de rire dans le micro. Non. Donc oui, effectivement, j'ai fait du BMX race en compétition pendant une dizaine d'années, à assez haut niveau. C'était très très cool cette période-là de ma vie. Genre t'étais élevé? Genre t'étais à 10 mètres? Pas à 10 mètres, à 5 mètres déjà, c'était pas mal. Hein. Moi, c'est un petit niveau du coup. Ça dépend à l'échelle d'une personne, je trouve ça déjà pas mal, donc tu arrêtes. Non, oui, donc j'ai fait du BMX race en compétition, et donc c'est un peu devenu une histoire de famille, parce que mes parents sont beaucoup investis aussi associativement parlant dans le milieu. Ma sœur aussi a fait du BMX pendant longtemps, voire je crois même plus longtemps que moi, elle a continué un peu après moi. Et après, en compétition, en fait, c'est le sport sur lequel on s'est beaucoup investi en compétition. Et après, j'ai un peu fait de la compétition dans d'autres sports, mais dans ce cas-là, ça a été plus la compétition spontanée. Donc, je me suis en fait mis au vélo de route à côté du BMX pour bosser la préparation physique un petit peu d'hiver à partir de mon adolescence, je sais plus vraiment vers quel âge, 13-14 ans à peu près. Et ensuite, j'ai fait aussi beaucoup de natation quand j'étais jeune, beaucoup plus jeune, mais pas dans un but de compétition, vraiment juste de loisir. Et donc, avec ça, j'ai commencé à courir après. Et donc, je me suis dit, grâce à notre très bon ami en commun, Paco, qui faisait du triathlon à l'époque. Et du coup, c'est avec Paco que j'ai fait quelques triathlons. Ah oui, quand même. Voilà. Et puis, du coup, quelques trails aussi. C'est vrai qu'en course, t'étais quand même assez bon. Je voyais tes temps que tu te tapais aux 10 km ou au... Oui, c'est ça. Mais après, ce que je disais, c'était spontané dans le sens où je me suis pas mis dans une démarche où j'allais dans un club pour m'entraîner. C'était vraiment... Oui, de faire s'inscrire à un trail et puis, puis s'entraîner. Et puis ouais, ça, il y a pas enfin, le terme de compétition, c'est juste à des courses qui sont organisées. Exactement. Et tu as envie de voir un peu juste le niveau. De toute façon, même si c'est une course, c'est la plupart des courses que les gens font, en tout cas à notre niveau, même si c'est un bon niveau, mais c'est de voir combien de temps tu fais, c'est de mesurer un peu tes capacités à toi. C'est pas forcément de battre tout le monde, parce que tu sais que tu pourras pas battre tout le monde à part si t'es vraiment dans le top niveau, quoi. Après, moi, mon but a toujours été... Après, non, mais là, je vais parler d'écraser la confiance. Je vais vraiment parler sérieusement. Mais ça a toujours été un peu un objectif dans ma vie, genre d'être un peu meilleur que la moyenne. D'être meilleur que la moyenne, tu vois. Et je pense que ça se transmet un peu dans la plupart des choses que j'entreprends, d'ailleurs, où je sais que la moyenne me convient pas. En tout cas, personnellement, j'ai toujours envie un peu de surpasser cette moyenne-là. Et potentiellement, au-delà de ça, de faire partie des meilleurs. Sans forcément dire d'être le meilleur, mais je trouve que c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, m'a beaucoup motivé dans la plupart des choses que j'ai entrepris jusque-là. Et du coup, quand on parlait de compétition spontanée, c'est pas pour autant que, pour moi, le but n'était pas d'aller chercher un petit peu aussi les meilleurs, tu vois. Mais d'être quand même bon. Oui, après, c'est une question d'entraînement, bien évidemment. J'en s'entraîner pour aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens,
Même, je te parle dans compétition générale, être dans la moyenne, ça leur suffit, même s'ils font de la compétition, même dans tout, en professionnel, dans le milieu professionnel, dans n'importe quoi. Il y en a, ils veulent pas forcément gagner, forcément. Bien sûr. Et ils vont être bons des fois par la nature des choses, mais ils s'en foutent d'être au-dessus de la moyenne, d'être un peu au-dessus de la moyenne, d'être dans les meilleurs ou pas, quoi. En fait, je trouve juste que la moyenne ne te fait pas évoluer en tant que personne. C'est mon avis, purement personnel. Mais pour moi, si tu as envie d'évoluer en tant que personne, ou évoluer dans tes performances, ou évoluer dans ta vie, je pense que la moyenne ne satisfait pas l'évolution individuelle. Ok. Ouais. C'est intéressant. Et du coup, sur le sport, t'en fais encore ou... Alors, justement, on en parlait tout à l'heure. Je suis allé retourner faire du BMX cet après-midi pour la première fois depuis 6-8 ans. Ah oui. C'est très, très, très cool d'ailleurs. Mais on va pas se mentir, là en ce moment, sinon au niveau sportif, j'ai quand même vachement lâché depuis le Corona en fait. Depuis le Corona, j'ai plus le fameux Corona. Toujours les bières, hein. C'est vrai que niveau sport, c'est pas fou. Hein. Exactement. J'ai pratiquement tout lâché. Aussi, ce qui fait que j'habite aussi en ville, donc et je veux dire, les sports que j'aimais faire, je ne les fais plus. C'est plus compliqué de les faire aussi en ville, peut-être. C'est pas une question BMX, compliquée, non. c'est juste que j'ai moins la motivation et que je pense que je me donne aussi plus dans mon projet musical que ce que je faisais à une époque où justement le sport prenait une plus grosse partie dans ma vie. Donc voilà. Oui, je pense. Puis je pense qu'aussi quand tu évolues, ouais, tu as d'autres priorités. Exactement. Et Et puis du après, coup, on va pas se mentir, il y a aussi un facteur qui est rentré en jeu, c'est la cigarette. Qui n'est pas du tout oui. un bon facteur pour améliorer les capacités sportives. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aimerais arrêter. Je me pose de plus en plus la question d'arrêter. Parce qu'en fait, on parlait en parlant de capacité sportive, je sais très clairement que c'est pas bon. Après, il y a, en termes d'addiction, c'est des choses où si t'es pas à 100% raccord avec toi-même, que tu as envie d'arrêter, c'est très très compliqué d'arrêter. Oui. Donc voilà. Je pense que c'est. Mais là, j'en arrive à un point où, en ayant refait du sport récemment, je me rends compte que je sens vraiment les impacts négatifs de la cigarette. Négatifs, exactement, de la cigarette. Et que c'est pas quelque chose que j'ai envie de porter loin dans ma vie. Je pense que dans le cas où tu dis que toi, être dans la moyenne, ça te suffit pas, c'est vrai que la cigarette peut vraiment. Tu peux voir les limites de où ça t'emmène. Parce qu'en vrai, je pense que selon aussi, voilà, c'est bon, ta carrure aussi, ton métabolisme, etc. Mais je pense que le sport n'est pas incompatible avec la cigarette, mais c'est à quel point tu le doses, le sport, et à quel point tu veux t'investir dans le sport, et à quel point tu veux t'améliorer dans les performances de ton sport, quoi. Et tu as entendu, maman, si tu écoutes ce podcast, Tanguy a dit que c'était pas grave si je fumais. Maman de Touki, j'ai pas dit ça. Il surinterprète mes propos, non. Coupez. C'est la fin de ce podcast. Non, mais oui, je suis d'accord. Non, mais on est d'accord là-dessus. Si tu étais face à toi, enfant, Touki, est-ce que tu aurais un conseil ou un truc à lui dire? À te dire. Alors déjà, Touki enfant, c'est quel âge? Ouais. Simon, sois précis dans tes questions, s'il te plaît, un peu. 10 ans. 10 ans. Donc 10 ans. Non, mais parce que j'essaie de contextualiser aussi. Parce que j'étais vraiment teubé avant 9 ans. À partir de 10 ans, ça allait un peu mieux. Donc Non. Je réfléchis plutôt en termes de là où j'en étais dans ma vie à ce moment-là. Tu commençais à rentrer en bourse un peu, à avoir des actions et tout, à avoir un projet immobilier, non? Alors à ce moment-là de ma vie, je pense que ce que j'aurais envie de dire à ce Touki, c'est déjà d'avoir confiance en lui. D'ailleurs, on va passer une petite aparté. Touki, c'est un nom malgache, donc de Madagascar, qui signifie confiance. Ah, dis donc. Tu le portais pas très bien. le rire de ce genre de... Non, mais en fait, la question, en fait, ça a toujours été un petit peu, je pense, comme dans la vie de toute personne, la confiance c'est quelque chose un peu qui varie et qui fluctue dans la vie sur différents domaines. Et je pense en fait, la question ce que j'aurais envie de dire, c'est
de plus avoir confiance en son futur et moins se faire de sang-froid sur l'avenir. Et d'essayer au plus de profiter du moment présent parce qu'en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui se projetait beaucoup et qui angoissait aussi beaucoup en se projetant sur l'avenir. Et je pense aussi que la confiance en soi, c'est aussi le fait d'avoir confiance en ce qui va se passer plus tard et de se dire juste d'essayer de faire au mieux possible dans son instant présent, quoi. Ouais, de te dire, genre, je sais que ça va aller et que je vais pas avoir de problème. Alors, même si c'est inconnu, au moins, je kiffe mon présent, parce que je sais que je vais pas avoir de problème. Enfin, c'est Tu t'as exactement expliqué la même chose que moi, en moins bien. Oui, mais en plus court. Exactement. J'attendais, oh, c'est cool, en moins bien. Ah, ok, bon. Je reformule, moins bien. Non, je rigole. Tu rigoles sur quoi? Non mais oui. Non mais c'était pas pour reformuler, mais c'était pour. Je suis totalement d'accord avec toi. Et parce qu'il y a des périodes où. On coupera quand je disais ça. Non, on coupe pas, on laisse. Tout le monde doit savoir. On coupera la reformulation ratée de Tanguy. Exactement. Non, c'est rigolo. C'est marrant que tu le dis parce que Simon trouve aussi, mais il le dit pas assez. Pas me coup. Sympa. J'ai une relation à tenir, sinon le podcast va pas durer. C'est une relation purement commerciale, comme tu as pu le voir. Waouh. Qu'est-ce que de l'éducation de tes parents tu retiendrais le plus? Enfin, tu penses que tu retiendras le plus? Je pense que si je vais dire à mes parents plus jeunes. Le mec a pas compris la question. Ayez confiance en vous. Non, ce que je retiendrai le plus de l'éducation de mes parents, en fait, je pense que ça va faire écho avec ce que je disais justement tout à l'heure. En fait, c'est pas vraiment une blague. Je pense que c'est la question de se faire confiance, vraiment. En fait, je pense que mes parents, s'ils m'ont bien appris quelque chose que je retiendrai et que je pense qui est très important dans ma vie en général, c'est de se faire confiance et de pas tout le temps remettre en question ses capacités. Parce qu'il y aura des moments où clairement tu n'auras peut-être pas les capacités idéales, ou peut-être qu'en fait la plupart du temps tu les as et que tu vas peut-être les remettre en question. Donc en fait c'est l'idée de se faire confiance aussi à tes choix et à tes intuitions. Et ouais, je pense que c'est quelque chose c'est la chose que je retiendrai le plus. Ouais. D'où le fait que tu vas répéter ça au petit Touki. Je répéterai ça au petit Touki, et que si jamais un jour je devenais parent, je répéterai ça à la maison. En fait, tes parents, c'est toi la question qui... Non, bon, je vais trop loin. Je vais faire une reformulation de ta blague, mais en moins bien, en fait. Est-ce qu'il y a une place à la spiritualité dans ta vie, Touki? Bonne question. Non. Question suivante. Non, la spiritualité, déjà, pour toi, est-ce que ça concerne les religions ou les croyances un peu ésotériques? Tout. Alors, déjà, concernant les religions, non. Parce que pour ma part, j'ai eu une éducation au catéchisme quand j'étais jeune, donc catholique. Mais j'ai toujours pris plus comme comment dire, une éducation à une culture et à un héritage culturel que j'ai trouvé très intéressant, mais qui me parle personnellement pas plus que de l'histoire, entre guillemets. Et donc non, je n'ai pas la foi par rapport à ça. Et ensuite, face à d'autres croyances, j'ai côtoyé beaucoup de personnes récemment, ces derniers temps, ces 2-3 dernières années, qui étaient très penchées sur l'astrologie. Ok. Et du coup, moi, pour le coup, je suis plutôt très peu réceptif à ces choses-là. Mais en fait, il y a ce truc-là aussi un petit peu où, à force qu'on te raconte quel est censé être le tel comportement de tel signe et quel signe est censé bien s'entendre, etc. En fait, je pense que c'est un peu, il y a beaucoup d'auto-persuasion là-dedans. Où je pense qu'en fait, quand on te donne une information, enfin, ça c'est mon avis. Attention, les personnes qui sont, bouchez-vous les oreilles, les personnes qui croient ou qui donnent beaucoup de crédit à l'astrologie. Mais en tout cas, pour moi, c'est un peu cette auto-persuasion que quand, à partir du moment où tu dis, je pense, on dit que tel signe se comporte de telle manière, forcément, en fait, c'est des traits de caractère tellement qui peuvent apparaître chez tellement de personnes
qu'en fait, forcément, à un moment donné, la personne va te donner raison de son signe. Ça, c'est mon avis. Voilà. Mais je trouve ça quand même marrant, genre de savoir certaines choses et de dire ah tiens ah ben ça c'est typiquement Bélier par exemple. Bah là, ce que tu viens de dire, c'est vraiment typiquement Taureau ascendant Gémeaux. Hein. Et ça va parce que Mercure est en rétrograde, hein, mais sinon. Non, mais enfin bon, voilà. Moi, en fait, je trouve ça intéressant et marrant de savoir un petit peu quelles sont les choses qu'on dit sur certains signes, mais je n'y accorde pas trop de crédit, mis à part à la limite coïncidence marrante. Voilà. Ça, c'est l'effet Barnum, non, je crois, le fait d'avoir des phrases un peu génériques qui peuvent attester. Et puis je crois qu'il y a aussi, pour ceux qui croient à l'astrologie, il y a aussi l'effet Dorian Gray. C'est-à-dire que si t'es scorpion et que tu vas lire des trucs, les scorpions sont tel truc, t'as tendance à... Au final, on te l'a tellement dit que tu vas... Inconsciemment, tu vas le faire, en fait. Ouais, tu vas le devenir, en fait. Bien sûr. Et... Mais c'est ce que je disais par rapport à l'auto-persuasion. C'est comme quand on te dit, quand tu t'auto-persuades que tu es très bon dans quelque chose, au final, tu vas te mettre dans de meilleures dispositions pour l'être, et inversement. Si tu te dis que t'es mauvais, même si t'es pas fondamentalement mauvais, tu vas finir par le devenir, ou tu vas pas devenir meilleur, quoi. Question de l'invité précédent. C'était Marie Coulet qui te demande quel est le dernier compliment qu'on t'ait dit. Oh, bonne question. J'ai dit que t'avais un joli pull, mais c'est pas ce compliment qu'il faut prendre. Ah mince. Effectivement, ça aurait été le dernier compliment. Mais sinon, dernier compliment qu'on m'ait dit. Alors c'est un petit peu. Comment on dit Salace. Non, mais quand c'est antinomique. Non, antinomique. Ouais. Non, c'est un peu le. Ah putain. Mais parle, putain, parle. Paradoxal. Oui, exactement. Le dernier compliment qu'on m'ait dit, je pense, c'est que j'arrivais bien à communiquer. Ce qui est un petit peu paradoxal, justement, parce que j'ai eu des problèmes de communication juste après avec la dite personne avec qui m'a dit ce compliment-là. Voilà. Ah oui, d'accord. Je viens de comprendre. Trop marrant, quoi. Trop marrant. C'est cocasse en vrai, non ? C'est rigolo, quoi. C'est rigolo. C'est plein de bonhomie, finalement. Du coup, mais tu disais que tu communiques bien sur la façon de parler, l'expression, ou le fait de passer un message. Le fait de passer des messages et de faire s'ouvrir certaines personnes sur des sujets, ou d'ouvrir le débat sur des... Ok. Voilà. Parce que moi, en reprenant un peu ce que tu dis, non, mais je veux dire, je peux parler de plein de sujets, juste que des fois, pour faire communiquer une information à quelqu'un, ça peut être compliqué. Dis-moi maintenant. Non, mais surtout, et là, en vrai, je remercie des collègues au taf. Un collègue qui a 55 ans et tout ça, qui est très bon, qui fait le même domaine que moi. Et des fois, je lui arrive et je lui explique un truc qui est compréhensible, mais que si tu vois, t'as le contexte. Si t'es dans ma tête. Non, c'est un truc professionnel et tout. C'est juste que je lui explique et genre, il arrive, il me fait « Je suis désolé, mais j'ai rien compris. » tu vois. Et du coup, ça me force, moi, à me reprendre et à expliquer clairement, de façon claire, dire « Ok, je reprends étape par étape. » Je ressors du domaine très précis où j'étais, où je me mets une question très précise et je mets du contexte, etc. Et du coup, voilà, j'ai un peu plus de mal comme vous l'avez vu durant ce podcast, à bien parler. To the but, to the goal. To the point. Exactement, to the point. Mais voilà, bon, les problèmes de communication, voilà. Voilà. Et ben c'est les 5 sens. Exactement. Jingle. Les 5 sens, c'est un très bon kebab à Vaux-en-Velin. Ils font vraiment des tacos qui sont lourds, donc vraiment, allez-y. Car de bouche à oreille, j'entends dire aujourd'hui que l'éveil des 5 sens a de beaux jours devant lui. Le maroilles. Oh, un pré-shot. C'est un pré-shot de la question de Simon. T'es trop fort, mec. Vas-y, deuxième question maintenant. Ouais, tu dis tous les mots et après nous on verra quelle question ça ira. Le bruit de la mer. Oh yes, le bruit de la mer. En plus, c'est pas 5 fois qu'il a été dit. Mais je sais, j'ai juste répété. Alors que le maroilles, ça n'avait pas été répété. Oui. Mais est-ce que le maroilles est dans l'odeur le qu'on bruit aime du maroilles, par contre. Le son le plus insupportable. Alors moi, je suis un peu misophone sur les bords. Je sais pas si vous savez ce que c'est.
T'aimes pas les Non, misos? vas-y, développe. C'est le mec qui a pas compris. Mais la misophonie, en fait, ça peut devenir une maladie quand c'est vraiment quand ça t'atteint beaucoup. Mais c'est le fait que certains bruits te provoquent des réactions un peu disproportionnées par rapport à ce que c'est. Genre, par exemple, il y a des personnes, la misophonie, genre le moindre bruit peut leur donner envie de péter des câbles, tu vois. Genre, par exemple, le moindre petit mâchouillement, Ouais. tu vois. Mais ça, c'est un peu de la misophonie, tu vois. En fait, par exemple, le fait de pas apprécier les mâchements. Mais en soi, on l'est tous un petit peu. Mais du coup, le bruit le plus insupportable, en fait, il y a certains bruits que je ressens, en fait. Que je ressens pas uniquement à travers l'oreille, mais qui me font ressentir quelque chose au niveau du toucher et donc, du coup, notamment, les bruits, par exemple, de grattage d'ongles contre une surface. Genre le tableau, un truc comme ça. Genre, ou contre une surface, genre par exemple, contre du polystyrène, ou contre une surface un peu grattante, tu vois. Ça, c'est un bruit mais qui, au-delà de ça, me met des frissons dans le dos, tu vois. Ouais. Ah, Ouais. Et qui peut, même rien qu'en y pensant, j'en ai un petit peu. Genre, mais vraiment qui me met mal. Genre, si j'entends ce bruit-là à un moment donné, pendant la demi-heure qui suit, genre, je vais vraiment être mal, tu vois. donc t'es pas très ASMR du coup? Non, vraiment très peu. Ok. Ça correspond bien à un son le plus insupportable, du coup. Ouais. Si tu ne le supportes pas. Le Bonne son le réponse, plus relaxant. un point. Le son le plus relaxant. Tu l'as déjà dit, c'est le bruit de la mer. Non, c'est clairement pas le bruit de la mer. En plus, je suis pas trop mer en vrai. Non, c'est vrai. T'es plutôt père? Non, mais bref. Oh, j'en ai marre là de tes blagues, Tanguy. Ça fait 3 heures que tu me les dis là. Tu me casses là. Le bruit le plus relaxant, je pense, en vrai, c'est un peu bizarre, mais je pense qu'un bruit qui me met à l'aise, personnellement, c'est le bruit de l'horloge chez mes parents. En fait, il y a un peu ce sentiment aussi de sécurité et d'ordre dans ce bruit-là. Je suis chez mes parents, l'heure tourne, etc. Ouais. Quel plat, aliment ou boisson détestes-tu? Alors que la majorité des gens aiment bien. Mais je sais pas si la majorité des gens aiment bien ça, mais moi, en tout cas, je ne le supporte pas, c'est les fruits de mer. Oui, c'est une bonne réponse. Ça rentre dans la catégorie. Ça rentre. Ok. Tous les fruits de mer, du coup. Ouais, vraiment tous les fruits de mer. Genre les moules, t'aimes pas? Non. Ok. Les crevettes non plus. En fait, et les calamars. Non, mais parce que par exemple, imaginons les crabes. Les hippocampes, c'est pas mal, non? Ta Madeleine de Proust. Madeleine de Proust, ça peut être n'importe quoi, sonore, etc. Non, culinaire. Ah, culinaire. Culinaire, bonne question. Je pense que c'est les gaufres. Ça l'avait souvent quand t'étais petit, enfin où ça. En fait, c'est associé aussi à une période de ma vie où effectivement ma mère faisait fréquemment des gaufres. J'habitais encore en Alsace à l'époque. Donc ouais, j'avais moins de 7 ans, quoi. Okay. La chose la plus désagréable à regarder. Bonne question. La plus désagréable à regarder. Je pense que c'est. J'aime beaucoup les films d'horreur. Okay. Mais alors, pour autant, les trucs que je trouve désagréables à regarder, genre, c'est dans les films d'horreur, les démembrements ou les choses où tu vois le corps qui se déchiquette. Okay. Genre, ça, je trouve ça désagréable. Genre, c'est les moments où, genre, quand c'est un plan qui dure trop longtemps là-dessus. Tu tournes la tête, quoi. Ouais. Je fais Ah C'est dans le ciné. Non. Ah là 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 là, j'entends plus. Je vois plus. Devant quoi pourrais-tu te poser des heures? Devant un porno, mon pote. On coupera pas, on gardera. Je sais que c'est ton humour, c'est le mien, c'est le nôtre. Ça, on met ça dans l'intro, ça. Ah oui, genre, devant un porno, mon pote. Ça sera le short sur Insta. Du coup, Attends, redis-moi la question, excuse-moi, parce que j'ai fait une blague et j'ai oublié la question. Devant quoi pourrais-tu te poser des heures? Devant les yeux de mon amoureuse. Qui refait une blague. Tu peux répéter la question, j'ai fait une blague. Et non, en fait, non, c'est pas parce que j'ai plus d'amoureuse. Oh. J'ai une musique triste. Alors attends. Bon, par contre, je vais essayer de répondre sérieusement à cette question. Si on y arrive. En vrai, je pense que ce que je pourrais me poser devant un paysage de montagne, genre dans la forêt, si je suis posé dans la forêt et que je vois un paysage de montagne et que je suis bien accompagné, je pourrais rester là pendant des heures. La sensation la plus pénible.
J'ai été pendant longtemps, et je le suis encore en fait, assez sujet au malaise vago. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est quand tu tombes à la bonne. C'est quand tu tombes plus dans ou la moins. voiture. J'ai pas compris. Malaise Ah, vago. vago, Malaise vago. Parce que souvent on dit malaise vagal et pas malaise vago, donc on peut pas faire la Voilà, blague. En fait, j'accorde. Donc du coup, Oui, oui. par rapport au malaise vago, en Tout fait, qui est tombé. c'est la sensation qui m'arrive plusieurs fois, c'est quand juste avant que le malaise arrive, où tu sens que ça commence à arriver et que tu commences à avoir du mal à respirer et un peu des bouffées de chaleur. C'est la Ouais. sensation la plus désagréable que je connaisse. L'activité manuelle la plus satisfaisante. En fait, j'aurais tendance à dire il y a deux possibilités parce que du coup, j'aime beaucoup tout ce qui est art plastique, donc que ce soit peinture, dessin, peinture et dessin majoritairement. Mais j'aurais tendance à dire aussi peut-être que le nettoyage, tout simplement. Ok. En fait, je trouve que nettoyer quelque chose, particulièrement quand c'est très sale, Oui, de voir la. exactement, et ben je trouve ça extrêmement satisfaisant. Donc moi je dirais c'est soit le dessin, soit nettoyer. Mais je le fais jamais par contre. Et je trouve ça satisfaisant, mais Quelle odeur te révulse alors qu'elle est généralement plutôt appréciée? L'odeur des parfums trop sucrés. genre salé ça passe. Sucré. Non, en fait il y a des parfums Fruité, tu vois. qui ont une odeur trop fruitée exactement. Ok. Et il y a plein de personnes qui adorent ça et qui s'en mettent. Et ben j'aimerais bien qu'elles arrêtent d'adorer ça et qu'elles arrêtent de s'en mettre. Voilà. Si tu vois ce que je veux dire, Julien de mon cabinet d'architecture, étage numéro 2, s'il te plaît. Et pour finir, l'odeur que tu apprécies le plus? L'odeur des parfums très sucrés. Quel con. Pardon, c'est toi de... T'es con. On va vraiment faire deux montages. Genre le montage qu'avec les blagues, mais vraiment, hein. Genre, et le montage avec les vraies réponses. L'odeur que j'apprécie le plus... c'est l'odeur du bois coupé. Du quoi, Koubet? Pardon, désolé, j'étais obligé de le faire. Désolé, j'étais obligé de le faire. On est dans la période, pardon. Attends, mais t'as dit de quoi? Quoi, Koubet? Allez, donc le bois Tu me Koubet. dégoûtes, Tanguy. Non, mais en vrai, c'est vraiment un anagramme en plus. Non, mais... Tu me dégoûtes, Tanguy, c'est tout ce que je disais. Oui, sais, du coup, le bois coupé. Le bois coupé. Bah, en fait, mon grand-père était ébéniste. Et au-delà de ça, il habitait à la montagne. Et donc, du coup, allait couper son bois et fendait le bois pour... Enfin, on l'aidait à fondre le bois pour l'hiver. Donc, du coup, un peu, c'est l'odeur de la remise de mon grand-père et de son garage qui sentait le bois qui me... Je pense que c'est l'odeur que je préfère. Oui, donc nous approchons de la fin de ce podcast. Est-ce que tu as apprécié venir Qui? J'ai oublié ton prénom. Non, mais je n'accepte pas cette qualité d'outro. Ouais, refais la. Non, on continue l'outro. Non, mais re-annonce la outro. Oui, non, mais sans deck. Merci, Simon. Ok. Ouh, la tension entre Simon et moi. Peut-être la fin du podcast. En plus, c'est peut-être le dernier épisode. Non, mais on approche de la fin de ce podcast. Touki, est-ce que tu as apprécié venir en notre compagnie répondre à nos questions? Ouais, j'ai beaucoup apprécié ce moment. Très agréable. Et c'est aussi des questions très intéressantes, je trouve, à se poser au quotidien. Bon, peut-être pas au quotidien. Mais... Sinon, ça fait 3 heures chaque jour, c'est un peu long, quoi. Effectivement, on va peut-être pas se poser les jours, mais c'est quoi mon odeur préférée? Putain. Il analyse Merde. il analyse sa cohérence et tous les jours il regarde. Ah, ce jour-là j'ai changé. Non. Mais par contre, non, j'ai trouvé ça très introspectif aussi. Un très bon moment que j'ai passé en votre compagnie. Et ça me fait plaisir de vous revoir au-delà de ça. Oui, Et c'est vrai que ça faisait 6-7 ans qu'on s'était pas vu. Exactement, avec Moi ça faisait une semaine. Ouais, bon, voilà. c'est bon, au moins une semaine. Et j'ai mangé un tacos J'étais très satisfait du tacos. Malheureusement, Tanguy a mangé mon tacos et j'ai mangé le sien. Du coup, un peu chiant parce que moi j'aime pas le cordon bleu, mais voilà quoi. Moi, c'est vrai que je me suis dit, tiens, la sauce fromagère, elle pique vachement. Et il y a pas du tout de fromage dedans. Il n'y a pas de fromage dedans. Serait-ce une sauce samouraï? Peut-être. Ouais. Non, je vais faire je vais continuer l'outro, mais d'abord je fais une question pour les réseaux. Si tu pouvais, est-ce que tu peux donner une raison au public d'écouter le podcast Découvre un pote? En
en quelques mots. En vrai, non, il n'y a pas trop de raisons. Arrête de faire tes blagues, putain, Toki. C'est quoi déjà la question? J'en ai marre. Alors tu fais plus de blagues, c'est vraiment genre... Ouh, ça va partir. Alors s'il y a une bonne raison d'écouter ce podcast-là, déjà, c'est que c'est fait avec le cœur, par des amis. Et ensuite, très intéressant, je trouve, moi ça me... Pour avoir été un consommateur de ce podcast-là avant d'y arriver, avant d'être invité, j'ai trouvé ça très intéressant pour découvrir la façon de voir les choses de personnes que j'ai connues ou que je n'ai pas connues, et aussi les trajectoires de vie en tant que nouvelle, comment on appelle ça, jeune active, jeune tout court, et je trouve ça très intéressant de voir les différentes trajectoires de vie de ces personnes-là. C'est un très bon moment. Merci. Très bon speech. Très bon speech. Avant de totalement clore ce podcast, nous demandons toujours aux personnes invitées à quel mot tu penses en ce moment, voilà, pour finir ce clore le podcast. Sans réfléchir. Pléonasme. Très bien. Pour moi, c'est fracture. Tu nous le redemandes à chaque fois maintenant. Et toi, ça sera vase. C'est ça. Et bah merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On le laissera, c'est vraiment genre... Non, c'est genre vraiment dernier. Ne coupez pas. Je veux changer. Vas-y, change ton mot. Mais bon, c'est sans réfléchir. mon mot, c'est samouraï. Très bien. Non, en fait, c'est ça. Putain, cassé. Allez, ok. C'est pléonasme. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et à toutes de nous avoir écoutés. À la prochaine. Peut-être en septembre, car c'est peut-être le dernier épisode de la saison 1 de Découvre un pote. Merci. Wow. Merci à tous. Merci beaucoup pour ce très bon moment.